On subit aujourd'hui une surveillance financière qui est infiniment pire que ce que les gens avaient sous les monarchies absolues. Je veux dire, sous Louis XIV, on vous fichait la paix. L'État ne savait pas combien vous gagnez. Les 10% des gens les plus riches en France paient 70% du total de l'impôt sur le revenu, et les 50% les plus pauvres payent 2%. On a plus de points communs avec un digital nomade russe, américain, thaïlandais, qu'avec un voisin plombier français, par exemple. Au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a zéro raison rationnelle de rester en France. Vraiment. À part si t'aimes vraiment et que c'est ça, l'endroit où c'est tu des te sens raisons mieux. émotionnelles, c'est pas la même chose. Si vous voulez pas avoir à quitter votre bateau dans un radeau de fortune, comme les Nord-Coréens ou les Cubains, il faut partir maintenant. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Et par contre, ça montre bien que l'humain, s'il veut pas supporter quelque chose, il est prêt à partir. Il est prêt à partir. C'est juste que vous pouvez partir en avion tout de suite pour 600 € et que demain, ça sera peut-être en bateau. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Roland à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre. Donc tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays, qui est en fait le deuxième livre que tu fais, si je dis pas de bêtises. Absolument. Après ton best-seller qui s'appelait Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Absolument. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de plein de sujets qui nous passionnent, toi et moi. Donc tout ce qui est disruption des États par Internet, expatriation, liberté de manière générale, souveraineté personnelle. Toutes des thématiques que tu abordes dans ton livre. Et donc, on va essayer, à travers différents chapitres dans ce podcast, de les aborder. Mais peut-être pour ceux, les rares qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux commencer par une petite présentation rapide de ton parcours, déjà en tant qu'expatrié, de savoir un peu où tu as été et puis de comment ça t'est venu, cette idée de t'intéresser autant à la liberté et à la disruption des États par Internet. Ok, donc en fait, j'ai démarré ma carrière d'entrepreneur à 19 ans. J'ai créé une boîte de services informatiques et de logiciels. Ensuite, j'ai développé une boîte sur le web dans laquelle j'enseigne les gens à être plus libres, finalement, hein, comment créer et développer un business sur le web. Et je suis parti donc de France en 2015 pour aller à Londres, donc pendant 3 ans. Et là, ça fait 7 ans que je suis à Dubaï. Donc là, tu viens de fêter tes 10 ans d'expatrié, en fait. Oui, absolument. Il y a juste quelques semaines, en fait. Ouais. Ok, cool. Et du coup, comment ça t'est venu, cette envie de t'intéresser à ce monde de la liberté, de partir, etc. Est-ce que tu as fait un constat ou qu'est-ce qui t'a donné envie de partir? Ouais, bah écoute, en 2015, ça faisait environ 4 ans que mon business web fonctionnait bien. Donc, ça faisait 4 ans que je voyageais 6 mois par an. Et il y a eu quand même pas mal de mes amis qui me disaient tu voyages déjà 6 mois par an, t'es quand même un peu bête de rester en France. Sous-entendu, pourquoi tu restes dans un des pays les plus taxés du monde alors que tu as cette liberté géographique totale ou quasi totale. Et ça trottait dans ma tête. Et début 2015, je rentre d'un voyage d'1 mois aux États-Unis et j'ai une surprise qui m'attend. Il y a une magnifique lettre du RSI qui était, en gros, c'était l'URSSAF à l'époque pour moi. Et qui me disait en substance hey, voilà, bonne nouvelle, on a calculé, vous nous devez 95 000 €, puis il faut payer rapidement parce que sinon on va s'énerver. Et voilà, si vous ne réglez pas, faudra payer des intérêts de retard et puis on vous enverra les huissiers. Voilà, bisous, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. De traiter avec vous. Le RSI, voilà. Et donc là, je vois ça, je suis vraiment atterré parce que 95 000 €, c'était grosso modo tout ce qu'il y avait sur le compte de la boîte. Et puis ça me paraissait démentiel par rapport à mon chiffre d'affaires de l'époque. Donc j'écris à mon comptable en lui disant, mais un peu paniqué, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me répond quelques heures plus tard en disant, mais non, j'ai fait le calcul, ils se sont trompés, vous leur devez 25 000 €. Mais il me dit, vous inquiétez pas, ils ont un bug dans leur logiciel, ça arrive tout le temps, j'ai plusieurs clients qui ont le même problème. Là, je me dis, quoi? Et donc, je commence à faire des recherches sur le web et je vois qu'il y a plein d'articles de presse sur cette histoire que il y a même des fois des huissiers qui sont mandatés pour aller recouvrer des sommes fantaisistes auprès d'artisans parce que tu sais, tu as une machine des fois qui s'enclenche et c'est impossible ou très dur de la stopper. Et que même la Cour des comptes avait fait un rapport sur le RSI en 2012 et qu'elle avait déclaré, et je cite, c'est que c'était une catastrophe industrielle. Et là, tu vois, je me dis, mais c'est dingue quand même. Et je me rappelais d'un article qui avait été publié dans le Figaro en 2013 qui disait que la France était la championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Et je tombe sur le site de l'OCDE qui dit que la France est dans le top 3 des pays les plus taxés du monde depuis 1960, en gros, depuis le moment où ça a été mesuré. Et donc là, je me dis, mais c'est incroyable quand même, on est dans le top 3 des pays les plus taxés du monde, et les gars, ils sont même pas capables de calculer efficace, combien tu leur dois. Enfin, je veux dire, c'est la base de la base. Avec ce qu'ils te prennent, ils devraient être efficients. Je veux dire, c'est même pas, on parle même pas du début du service, là, c'est la base de la base. C'est combien tu leur dois. Les mecs sont même pas capables. Et ça faisait des années que ça durait. Ce bug informatique, il a duré 8 ans en tout. Tu vois bien que c'était évident que c'était le signe d'un dysfonctionnement profond.
D'ailleurs, pour l'info, c'était tellement irrécupérable le RSI qu'il a été fusionné avec l'URSSAF, ils n'ont pas réussi à régler le problème. C'est quand même incroyable. Bon. Et là, je me dis, bon, si t'attendais un signe de l'univers, le voilà. Ça a été la Là, goutte c'était d'eau. la goutte d'eau, ouais, effectivement. Ouais, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La plupart des entrepreneurs qui s'expatrient, c'est toujours un peu une goutte d'eau quand même, un truc en trop. Là, la lettre que tu reçois, le contrôle fiscal. Ouais. En gros, ça a été la tienne, en gros. Oui, et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'est-ce qui généralement est la goutte d'eau quand on analyse profondément les choses. En fait, on se rend compte que c'est juste une sorte de dégoût ou un peu de révolte sur quelque chose où il y a eu un rapport qualité-prix qui était vraiment extrêmement mauvais en fait. Ouais. Une expérience client mauvaise en fait. En plus déjà là c'était même pas un service qu'ils te donnaient. Hein. Non, c'est ça, c'était genre c'est là les mecs, vous êtes même pas capable de calculer ce qu'on vous doit, mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'au-delà de ça, après, justement, c'était dans les points que je voulais aborder, c'est cette impression en fait que tu payes très cher pour un service en retour sur le régalien, même pas sur autre chose que le régalien, donc ce que doit assumer l'État normalement, qui est mauvais. Alors oui, alors là c'est encore autre chose parce que le RSI pour le coup c'était pas du régalien. Parce que non, mais pour le reste, après, ce pourquoi tu payes des impôts, n'est pas assuré. Enfin, du moins la qualité n'est pas bonne, quoi. Oui, alors le régalien, on rappelle pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros c'est censé être la mission première de l'État, c'est en gros armée, police, justice, donc en gros c'est la sécurité. Frontière, tout simplement. Ouais. Voilà. Après il y en a certains qui ajoutent l'éducation, la santé dedans, mais personnellement je suis contre. Ouais. Je préfère une éducation et une santé privée, c'est souvent mieux. Oui, et c'est pas souvent mieux, c'est mieux. Et d'ailleurs, c'était ce que faisaient les États jusqu'au 19e siècle, grosso modo. Tous les États étaient régaliens finalement. Ils s'occupaient pas de santé, d'assurance, d'éducation et tout ça. On pourra en parler. Parce que c'est une des choses que j'analyse dans mon livre. Tu peux justement, on peut en faire un passage dessus si tu veux. Ouais, ok. En fait, donc là du coup on avance pas mal dans le livre, mais donc dans le livre j'analyse en fait comment les États sont devenus aussi omniprésents dans la vie quotidienne. Obèse. Ouais, et obèse, on peut le dire, oui, au XXe siècle. Parce qu'effectivement, quand tu regardes l'histoire, c'est vraiment très récent dans l'histoire que l'État a un tel poids dans la vie quotidienne et l'économie. Et en fait, en gros, c'est dû à des technologies centralisatrices qui est du XXe siècle. Le fait que les industries étaient sur les sols nationaux en Occident, ce qui en tout cas jusqu'à on va dire le milieu, jusqu'aux années 70, on va dire. Donc c'était des entreprises faciles à paralyser avec des grèves, etc. Donc ça donnait du pouvoir aux employés. Il y avait les technologies de communication étaient extrêmement centralisées, radio, télévision, ça permettait d'avoir une certaine uniformité au niveau de la culture, des news et tout ça dans une nation. Bon, il y a plein d'autres éléments qui expliquent que l'État a atteint vraiment une taille très importante. Ça a permis de taxer beaucoup plus fortement la population que dans tout le reste de l'histoire. Et c'est ça qui a permis à l'État-providence d'émerger, en fait. Quand tu regardes, je donne des schémas dans le livre, alors peut-être qu'on pourra les afficher, mais tu vois le poids de tout ce qui est État-providence dans l'économie. On passe de quelque chose comme 2% en France et dans la plupart des pays occidentaux à la fin du 19e siècle jusqu'à atteindre 40% à peu près aujourd'hui. En France, un peu moins. Il y a des pays où c'est moins, c'est 20%, tu vois, mais en tout cas, on voit une vraie montée en puissance tout au long du 20e siècle. Et en fait, le problème, c'est que toutes ces technologies qui ont permis à l'État centralisé d'acquérir sa puissance au 20e siècle sont en train de se faire disrupter, en fait. Ouais. Et donc aujourd'hui, la conclusion de ça, c'est que l'État au XXIe siècle n'a plus les moyens de faire les mêmes promesses qu'au XXe. Mais sauf que nos dirigeants et même la population n'a pas encore mis à jour son logiciel et que donc ils analysent la situation avec une vision qui est déjà dépassée en fait. Et c'est pour ça que notamment en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, on voit une gestion absolument catastrophique des finances, du budget. Je veux dire, la France, c'est vraiment la cata aujourd'hui. Leur solution, ils empruntent tout simplement. Oui, mais c'est pas tenable sur le long terme. Pour financer quelque chose, oui, ça peut pas marcher. Tout simplement. En fait, n'importe qui prendrait une feuille Excel se rend compte que ça peut pas fonctionner en fait. Voilà. Et là vraiment, c'est un des constats basiques. Il suffit de pas faire l'autruche. Il y a rien de compliqué. Il faut juste regarder les chiffres et on voit que c'est une cata, que c'est pas tenable sur le long terme. Emprunter, ça fait sens pour investir. Bien sûr. Genre, c'est OK d'emprunter, je dis n'importe quoi, 5 milliards d'euros pour une autoroute qui va te rapporter 50 milliards sur le long terme. Mais là, c'est surtout pour des dépenses de fonctionnement. Et je veux dire, aujourd'hui, on est quand même en France à un endettement de plus de 110% du PIB, un déficit qui est prévu à un peu moins de 6% cette année, ce qui est démentiel. Et le coût de la dette, c'est prévu pour être de 70 milliards en 2026, donc plus que le budget de l'éducation. Je donne les chiffres pour 2022 dans mon livre, c'était le coût de la dette. Donc on parle des intérêts, on parle pas de rembourser, hein. C'est pas ça, hein. C'est juste les intérêts. C'était 50 milliards en 2022 et l'impôt sur les sociétés a rapporté 40 milliards. Donc tous les entrepreneurs là, qui nous regardent et qui payent l'IS en France, sachez que ça sert à payer 80% de l'intérêt de la dette. Pas la dette. Et je veux dire, sur 10 ans,
50 milliards d'intérêts, c'est 500 milliards en moins qui sont investis dans les infrastructures et tout le reste. Dans le bien-être général du pays, ouais. Bah oui, donc clairement, on a atteint voilà, un système qui est vraiment pas tenable sur le long terme. Et puis en plus, quand on regarde après dans le détail, la sécurité sociale, ça fait depuis les années 80 qu'on parle du trou de la sécu, qu'elle est en déficit structurel. Ça fait des années que nos hommes politiques nous disent « Oui, vous inquiétez pas, dans 5 ans, en 10 ans, ça va être réglé. » Ça n'a jamais été réglé. Et la retraite, aujourd'hui, c'est une cata aussi. C'est un Ponzi. Pour revenir à la santé, quand tu disais tout à l'heure que les gens faisaient l'autruche, clairement, sur la santé, je crois que c'est le truc où les gens le font le plus l'autruche, parce que quand tu parles à un Français, t'as l'impression il a l'impression d'avoir le meilleur système santé du monde. Oui, alors ça, tu vois... C'est limite sacrilège que de lui dire non, c'est vraiment pas terrible, la santé en France, en fait. En fait, pour moi, c'est clairement le signe... Quand un Français dit ça, c'est le Français qui a pas assez voyagé. Ouais. Parce que tu vois, je vais te raconter une anecdote. Quand je suis arrivé à Londres, donc quand j'étais faire ma première consultation, à la fin de la consultation, je demande combien je vous dois. Et là, le docteur me regarde et me dit, mais comment ça, combien vous me devez? Et moi, je lui dis, je sais pas, je viens de faire une consultation, je dois bien vous payer. Et là, elle me regarde, elle rigole, elle fait, I can see you are French. Tu vois, je peux voir que vous êtes français. Et là, j'étais choqué, quoi, parce qu'elle se foutait quand même de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que en Angleterre, tout est gratuit du A à Z. Donc, t'as pas avancé la moindre livre sterling. Enfin, gratuit. Je déteste ce mot-là. Oui, mais attention. Donc voilà, donc gratuit en tout cas, toi tu payes pas, t'as pas l'impression de payer. Donc du médecin au spécialiste aux hôpitaux, tout est pris en charge, il n'y a pas de mutuelle, de tiers payants, ni de pente à avancer. Et ce qui est intéressant, les cotisations sociales sont 2 fois moins chères qu'en France, quand même. Donc le rapport qualité-prix est meilleur, mais ce n'est pas gratuit. Et sûrement que si tu avais une assurance privée, ça serait meilleur. Ça serait un meilleur rapport qualité-prix pour toi. Absolument. Donc j'estime, alors ça ne veut pas dire que le système anglais est parfait, j'estime qu'il est à peu près à 80% de la qualité du système français, mais 2 fois moins cher. En qualité de soins, tu veux dire? Oui. Ok. Parce que en fait, qu'est-ce qui explique que c'est moins cher, c'est que là-bas les docteurs qui travaillent qui sont dans le service public, c'est des fonctionnaires en fait. C'est pas des professions libérales, tu vois. Et si tu veux exercer dans le privé, tu peux, mais t'es pas pris en charge par le NHS qui est la Sécu anglaise. Et du coup, t'es hors circuit et tu dois soit tu payes de ta poche, soit t'as des assurances privées. Du coup, les meilleurs sont plutôt en privé, faut le dire. Mais en tout cas, 80% de la qualité pour la moitié du prix. Le rapport qualité-prix est largement meilleur. C'est pas mal. Ouais. Et après, si on compare ça avec, il me semble que ton assurance, elle coûte $150 par mois. Alors, là, quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai découvert encore une autre dimension dans le rapport qualité-prix, parce que l'assurance santé à Dubaï, ça fonctionne comme l'assurance auto en France. Et c'est le même système qu'en Suisse, à savoir que vous êtes obligé de prendre une assurance santé, mais que vous êtes libre de la choisir parmi les acteurs privés du marché. Je crois la moins chère, elle doit coûter $200-300 pour l'année. Ok, ouais. Mais du coup, ça te couvre pas. Ça couvre rien. Ou rien. Donc c'est génial parce que ça permet vraiment. C'est une option. Celui qui veut rien payer et qui veut pas être couvert et payer de sa poche, il a cette option en soi. Voilà. Et là, donc celle que j'ai actuellement, elle me coûte 154 € par mois. Okay. Elle me couvre dans le monde entier sauf États-Unis, parce que les États-Unis, pour le coup, leur système est vraiment dysfonctionnel et ça coûte très cher la santé là-bas. Donc ça coûterait genre $100 de plus peut-être juste par pour mois. Ce pays, quoi. Juste pour ce pays où tu passes très peu de temps finalement par an. Donc, exactement, je passe quelques jours par an, donc ça vaut pas le coup. Et donc ça me prend en charge à hauteur de 1 million d'euros par an. Ok. Donc il y a de quoi faire. Tu peux dire le nom de ton assurance parce qu'à chaque fois on me demande dans les commentaires de recommander une bonne assurance. Ça s'appelle Expatriate Insurance. Je te la retrouverai puis on la mettra en description. Je me rappelle plus. C'est une assurance Dubaïote du coup? Non, c'est une assurance mondiale. Je sais même pas où elle est basée honnêtement. Okay. Ouais. C'est ma compagne qui l'a trouvée pour moi, donc j'ai pas trop regardé. Ok, voilà. Mais ça fonctionne. Tu l'as utilisé? Absolument, ouais, tout à fait. Et donc là, tu as le meilleur rapport qualité-prix du monde. Enfin, si pour $150, tu as accès à des super parce que le niveau des infrastructures en termes de santé à Dubaï. Par rapport à Londres, du coup. Oui, alors là. Tu penses que c'est quoi, 2 fois mieux? Je sais pas, c'est difficile à quantifier, mais on a accès au top du top. Enfin, je veux dire, les hôpitaux publics comme privés sont incroyables. Il n'y a pas d'attente, on peut voir des spécialistes immédiatement. Alors que, je veux dire, en France et dans beaucoup de pays occidentaux, il faut attendre des fois des semaines ou des mois. Ouais. Là, il n'y a pas d'attente du tout. Il y a plein de médecins francophones, y compris de médecins français, parce qu'en fait, aux Émirats, ils sont très intelligents. Bon, ils font plein de trucs de manière très intelligente, mais tu vois, ils ont fait une shortlist de pays qui ont une bonne réputation. Et si tu as un diplôme de médecine dans de ces pays, hop, ils t'accueillent bras ouverts. Tu n'as pas besoin de faire des équivalences et tout ça. Donc, en tant que médecin français, tu peux t'établir en un claquement de doigts aux Émirats. Ça, c'est incroyable quand même. Et d'ailleurs, c'est très drôle de discuter avec les médecins français parce qu'il y en a beaucoup qui sont barrés parce qu'ils en avaient marre du système de sécu de leur côté. Tu vois. Et puis donc, c'est infrastructure ultra moderne, machine dernier cri,
et on t'offre le café avec le sourire. Enfin, c'est du délire. Enfin, et là, on parle de Dubaï, mais en vrai, cette assurance-là, comme tu as dit, elle couvre dans le monde entier. Donc, on pourrait répliquer ça pour quelqu'un qui sera en Thaïlande. Pareil, qualité de soins extrême. Incroyable en Thaïlande, absolument. Ouais. Panama, en vrai, on a des bons hôpitaux aussi. Je pense qu'on est supérieur à ce qui se fait en France. Dans les deux cliniques privées, Panama Clinic et Pacifica Salud, on est à des niveaux 3 fois ce que tu pourrais avoir dans un hôpital public français. Donc, ouais, en fait, avec 150, tu as un rapport qualité-prix incroyable par rapport à payer la moitié ou plus de ce que tu gagnes en impôts. Oui, j'ai fait le calcul récemment pour le salaire médian en France qui aujourd'hui est de 2183 €. Donc, salaire médian, ça veut dire que 50% des Français gagnent plus, 50% des Français gagnent moins. En cotisation salariale et patronale de la Sécu, il y a à peu près 1 000 €. Alors, ça inclut aussi la vieillesse. Mais les 2 tiers sont pour la santé. Donc, pour quelqu'un à 2183 € par mois, il paye 600 du coup. Il paye 600 en salarial plus patronal pour la santé. Enfin, il y a 600 qui sont pris en gros. Oui, alors que là, tu vois, je gagne beaucoup plus. Moi, je paierais des milliers d'euros de cotisation sociale. Là, j'ai une assurance à 154 € par mois. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est une arnaque. Mais c'est une vraie arnaque, le truc. Il y a pas d'autre mot. Et la retraite, c'est la même chose d'ailleurs. C'est parce que c'est de l'argent public, c'est mal utilisé. Si c'était des entreprises privées, ils feraient attention à comment ils utilisent leur argent et ils feraient en sorte que le service soit meilleur, tout simplement. Bah oui, on voit bien d'ailleurs, les États luttent contre les monopoles. Ils empêchent les sociétés de faire trop d'acquisitions pour ils veulent pas qu'il y ait une société qui dirige un marché, ce qui se comprend. Et ils s'octroient des monopoles comme ça, tranquille, sans voir la contradiction. C'est quand même très paradoxal. Évidemment, quand il y a juste une assurance santé majeure, bah, elle a pas d'incitation à être bonne. Exactement. Et les gens à l'intérieur, ils s'en foutent. Donc, et sur le long terme, ça fait le monstre obèse qu'on a aujourd'hui en France. En France et dans beaucoup de pays d'Occident d'ailleurs. Absolument. C'est vrai. C'était un peu le constat que je voulais faire. Je voulais commencer d'ailleurs ce podcast un peu par ce constat qu'on est en train de faire. Alors même si on est en train de déborder sur la santé, mais je pense que c'est intéressant parce que encore une fois, c'est un sujet qui tient énormément à cœur des Français. Et là, on est en train de leur montrer par A plus B que c'est une douille tout simplement que vous payez très cher pour un service de mauvaise qualité. Il y a d'autres thématiques où la France remplit pas sa fonction, la sécurité également. Là, on a pu le voir dernièrement, la France passe derrière des villes de Colombie. Les grandes villes de France passent derrière des villes qui ont été connues dans le passé comme des endroits qui font peur, des villes colombiennes qui étaient régies par le narcotrafic. Et la France passe derrière. Donc là également, vous payez cher pour une sécurité qui est médiocre. Oui, je pense qu'on peut tous voir. Là, je viens de passer un mois en France pour accompagner la sortie de mon livre, et je pense que le constat est quand même assez général qu'il y a une dégradation. Là, clairement, les gens payent plus pour avoir moins. Soft. Oui, bon après, je relativise toujours parce que c'est ce que je dis. Tu vois, si tu compares à des pays d'Afrique ou des pays en voie de développement, ça va encore. Tu vois, c'est ok. Oui, l'insécurité est un problème en France, mais par rapport au Brésil où je vais souvent, ça va. Là tu compares le Brésil pour le coup, ça craint bien. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup de pays, il peut y avoir des taux d'homicide plus hauts parce que c'est souvent ce qu'on me met dans les commentaires. Ah, tu dis que le Panama est plus safe, mais regarde le taux d'homicide, il est plus haut qu'en France. Ouais, mais souvent, c'est des règlements de compte dans des quartiers où tu n'iras jamais. Mais par contre, la petite délinquance, celle qu'a fait que le quotidien des Français, c'est-à-dire les agressions dans la rue, les gens qui t'insultent, etc., les femmes qui peuvent pas sortir le soir, etc. Ça, c'est, par exemple, j'avais comparé pour la Barbade. La Barbade, elle a 2 ou 3 fois moins de petites incivilités, de petites agressions du quotidien qui pourrissent le quotidien de la personne qui vit sur place. Et là, c'est important à prendre en compte. Oui. Voilà. Donc après, je dis pas que la France c'est le pire pays du monde parce que clairement c'est pas le cas, mais il y a déjà une dégradation et je pense que on en est qu'au début parce que ça va aller de pire en pire en fait. Et là, la France doit être 6e ou 7e puissance économique du monde. Je pense que d'ici 20 ans... Déjà, je sais même pas comment elle arrive à rester à ce stade-là. Oui, c'est les acquis. Alors, on a quand même des atouts, tu vois, en termes, par exemple, c'est le pays du monde qui génère le plus d'électricité via des centrales nucléaires. Donc ça, c'est un vrai atout parce que c'est pas cher, ça pollue pas, c'est top. Quand on les ferme pas. Voilà, mais justement, en France, ça n'a pas été trop fermé. Alors, il y a des projets qui ont été arrêtés, comme le Super Phoenix, etc. Mais là, pour le coup, on peut dire, toi, tout n'est pas parfait. Avec tout le frein des écologistes, on a perdu quasi 20 ans de développement sur le nucléaire. On pourrait être encore plus à la pointe. Absolument. On pourrait être bien meilleur. Mais au moins, tu vois, c'est moins pire que l'Allemagne qui ont pris la décision complètement stupide. Ils repassent au charbon. En plus, c'est contre les écologistes. En fait, ils passent sur des énergies qui sont beaucoup plus polluantes. Donc, ça va... En fait, on marche arrière. Bon, là, c'est un autre sujet, mais il y a les écologistes qui sont pour la décroissance et ceux qui sont pour la croissance. Et donc, du coup, on peut pas tous les mettre dans le même panier. Et ceux qui sont pour la croissance sont en général pour le nucléaire. Donc, voilà. On passe au point suivant. Il y a un chapitre que j'ai bien aimé aussi dans ton livre, c'était sur la création de l'impôt et comment c'est arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est comment au départ, ça paraissait un peu être une hérésie, en fait.
de demander aux gens combien ils gagnaient pour les taxer. Et on est arrivé maintenant à des niveaux qui sont stratosphériques, confiscatoires. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de ça, puisque tu l'as documenté, et c'est ce que j'aime avec ton livre aussi, c'est que pour ceux qui aiment vraiment que les choses qui soient avancées soient backées par des informations, ce livre, c'est le cas. Ouais, merci. Il y a plus de 800 références scientifiques, donc j'ai vraiment appuyé. Tout le monde peut vérifier mes dires. Voilà, c'est vraiment documenté. Donc oui, alors c'est très intéressant de s'intéresser donc à la naissance de l'impôt moderne, parce qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Mais l'impôt sur le revenu en France, par exemple, c'est né en 1914. Donc c'est quand même pas si ancien que ça. Pas si vieux. Ouais. Ce qui est vraiment surprenant, en fait, c'est de se rendre compte qu'il y a eu quelque chose comme 210 tentative d'instaurer l'impôt sur le revenu entre 1870 et 1906, quelque chose comme ça, et que ça a systématiquement été retoqué à l'Assemblée ou au Sénat, parce que, en fait, et y compris par des députés de gauche et d'extrême gauche, parce que vraiment, il y avait une résistance farouche à cette idée. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais ça paraît tellement incroyable de voir ça aujourd'hui, mais les députés à l'époque estimaient que c'était absolument intolérable l'idée que l'État puisse savoir combien tu gagnes. Parce que tu peux pas envisager d'impôt sur le revenu sans déclaration de tes revenus. Et c'était une atteinte à la vie privée, en fait. Absolument. C'était une atteinte à la vie privée. Et les opposants, y compris de gauche et d'extrême gauche, disaient que l'État allait s'engager sur une pente glissante qui allait le rendre de plus en plus intrusif et totalitaire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point les prédictions des opposants se sont réalisées sur le long terme. Tu vois, à quel point ils avaient raison. Parce que, je veux dire, faut quand même se rendre compte qu'on est passé de cet état, de cette situation où on disait non, c'est absolument intolérable qu'un État puisse savoir combien je gagne, à une situation où l'État veut savoir le moindre centime que vous avez gagné, comment se répartit votre patrimoine, tous vos comptes bancaires, avec leurs coordonnées, vous devez tout déclarer au moindre centime, et sinon on vous donne des amendes. Faut se rendre compte de la situation. On est aujourd'hui on subit aujourd'hui une surveillance financière qui est infiniment pire que ce que les gens avaient sous les monarchies absolues. Je veux dire, sous Louis XIV, on vous fichait la paix. L'État ne savait pas combien vous gagnez. Il faut quand même se rendre compte de ça. Donc là, les gens vont dire, mais alors du coup, comment l'État calculait l'impôt? En fait, à l'époque, l'État taxait la richesse visible. Donc par exemple, il y avait un impôt sur le nombre de fenêtres et de portes des maisons. Voilà, parce que ça déterminait la taille, hein, grosso modo. Et il y avait des ancêtres de la TVA, des taxes sur la consommation, sur le sel, ce genre de choses. Donc l'État ne savait pas combien vous gagnez. Faut quand même. Donc d'une certaine manière, on a perdu en liberté. Alors en théorie, on est dans une démocratie avec plus de liberté, mais sur certains aspects, on a perdu en liberté par rapport à ce qu'il y avait avant. Et clairement, par rapport à la Troisième République, c'est le cas. Mais c'est parce que l'État, en fait, acquiert des moyens de plus en plus perfectionnés pour monitorer la vie quotidienne des gens, tout simplement. Ouais, on va en parler dans un instant. Est-ce que tu peux juste nous faire l'évolution de l'impôt sur le revenu? Oui, alors un autre... Parce que c'est ça qui est affligeant, c'est par combien ça a commencé. Ouais. Alors, donc c'était aussi un des arguments majeurs des opposants, parce que l'impôt sur le revenu, quasiment toutes les propositions c'était associé avec le fait d'avoir des tranches. C'est la naissance du système de tranches qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc les opposants disaient, il va y avoir deux problèmes avec ça. Un, ce serait étonnant que l'État se contente des taux faibles qu'il va forcément mettre au début pour faire mieux passer la pilule, et probablement qu'on va aller vers un glissement de plus en plus vers le haut. Et deuxième problème, si on fait des tranches, le truc c'est qu'il y a plus de gens pauvres que de gens riches. Donc le problème dans un régime démocratique, c'est que au bout d'un moment, les pauvres vont voter en masse le fait d'imposer les riches. Exactement. C'est logique puisqu'ils sont en majorité, tu vois. Et d'ailleurs, faut comprendre, quand on étudie un petit peu la genèse des systèmes politiques, si on regarde par exemple les pères fondateurs américains, ils avaient tout à fait conscience de ce risque de la tyrannie de la majorité sur des minorités. C'est le vrai problème des démocraties, il y en a plusieurs, mais il y a ce risque qu'une majorité alors pour prendre un exemple extrême, qu'il y a 51% des gens qui votent que 49% des gens vont être esclaves. Bon, ça c'est l'exemple extrême, un peu fictif, mais ça montre un peu le risque dans les démocraties d'avoir la dictature de la majorité. C'est pour ça que par exemple aux États-Unis, il y a le système de grands électeurs. Les pères fondateurs ne voulaient pas que le peuple puisse voter directement pour le président. Ils voulaient qu'ils élisent des gens qui étaient censés être plus intelligents que la moyenne, plus sages, plus cultivés, pour pouvoir corriger les excès du peuple, tu vois. Et donc, les députés français et les sénateurs français avaient conscience de ce problème. Et puis, on a pu voir qu'en fait, et encore une fois, leurs prédictions se sont réalisées. C'était extrêmement juste. Parce que donc, alors déjà, qu'est-ce qui a finalement
emporté l'adhésion de tous ces politiciens en France, c'est la guerre, tout simplement. L'impôt sur le revenu a été mis en place fin juillet 1914, juste avant que la France rentre en guerre. Mais c'était entre l'assassinat de l'archiduc en Autriche et la déclaration de guerre. Donc c'était genre 2 semaines avant. Donc clairement, la France savait qu'elle allait probablement entrer en guerre. Donc il faut quand même comprendre que l'impôt sur le revenu, c'était pour financer la guerre à la base. Et t'as une idée du taux marginal, du taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu qui a été mis en place? Je sais plus, mais je crois que c'était 2%, quelque chose 2%. Ouais. 2%, et le seuil était très haut. Quelques années plus tard, on était déjà... Alors, je ne me rappelle plus exactement. On affichera le schéma, il est dans le livre. Ouais. On est monté à 30% très vite. Et très, très vite, on est monté à 60, 70%. Jusqu'à 90, c'est ça le plus affligeant. Et en peine c'est même pas quelques décennies, je crois, non? Oui, alors, il y a eu très vite, déjà début des années 20, on était au-dessus de 50%. Ensuite, il y a eu le gouvernement de Raymond Poincaré dans les années 20 qui a dit, oula, on se calme, qui a rétabli un taux raisonnable de quelque chose comme 20 ou 30%. Et après, c'est remonté. Il y a eu des années où le taux supérieur était de 90%. Donc. Alors, par contre, le seuil de déclenchement était relativement haut quand même. Mais voilà, vous regardez le schéma. Entre 1914 et je crois que ça se finit vers 2015, il y a eu les 3/4 des années, le taux était supérieur à 50%. Et quand est-ce que ça a commencé à baisser? C'est à partir du début des années 2000. Et c'est pas parce que le gouvernement est soudainement devenu plus sage, plus intelligent. Non, non. C'est la concurrence mondiale qui a fait que ça a commencé à baisser. C'est parce que c'est un phénomène qui s'est retrouvé dans tous les autres pays, à la fois sur l'IR et sur l'IS. Les taux ont vraiment beaucoup baissé depuis, en gros, le début des années 80. Il y a 2 choses que je voudrais ajouter. C'est que l'URSS taxait moins que la France, en gros. Et que même actuellement, je ne sais pas si tu as déjà regardé, les derniers pays communistes qui se revendiquent communistes sur cette terre. Oui, il y en a plus. C'est surtout du marketing. Oui, c'est surtout du marketing. Le Vietnam et la Chine sont plus vraiment communistes. Mais ils taxent moins que la France. Ouais, peut-être que le dernier pays communiste, c'est peut-être Cuba. Cuba, réellement, Venezuela. Venezuela, ils ont vu à quel point ça marche pas. Que ça marche pas. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils essayent tous, ils goûtent tous à leur poison et on voit bien que ça marche pas. Donc ça, c'était une chose que je voulais ajouter. Et aussi, une autre petite question que j'avais ajoutée, c'est que effectivement, là, tu dis qu'à partir des années 2000, quelque chose comme ça, l'IR baisse. Pour l'IS, ça a commencé à partir des années 80. 80, ok. Mais le français qui nous écoute, ouais, il n'a pas l'impression. Est-ce qu'il a l'impression? Je pense qu'il a l'impression, en fait, de toujours se faire essorer, même voire plus, se faire essorer d'année en année. Oui. Est-ce que c'est seulement un sentiment, comme pour l'insécurité, un sentiment d'essorage, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Alors, vas-y. J'étudie ça en détail dans le chapitre 3. Et juste pour donner un exemple, donc on mettra le schéma aussi. En 1980, la moyenne, grosso modo, de l'IS dans le monde, c'était 47%. T'imagines? 47%. Aujourd'hui, on est à 22%. Donc ça a été divisé par 2 en 40 ans. Ça, c'est du délire. En 45 ans. Et l'IR, c'est grosso modo similaire, mais sur une période de temps plus courte. Par contre, ils ont compensé. Il y a une entourloupe. Par contre, quand on regarde le poids des impôts dans l'économie, on est passé de 22% en 1970 à 34% aujourd'hui. Donc ça a augmenté en fait. Ça a augmenté d'un tiers. Donc comment on explique ce paradoxe? Franchement, moi quand j'ai vu les chiffres, j'ai vraiment fait des longues recherches. C'est pas si facile que ça à trouver. J'ai même discuté avec des chercheurs en fait directement qui faisaient des recherches là-dessus. Et j'ai trouvé la solution. En fait, c'est que pareil, on vous affiche le schéma. Donc l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le capital a baissé. Mais c'est les impôts sur, en gros, le travail qui ont augmenté, donc typiquement les cotisations sociales. Les charges sociales, et les la taxes TVA. indirectes, la TVA. Voilà. Donc, en fait, c'est compensé, c'est une entourloupe. D'un côté, il joue le jeu de la compétition mondiale sur une statistique qui peut être comparable au monde entier. Oui. Et après, ils t'en mettent plein de l'autre côté, en fait, pour compenser. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, aujourd'hui, il y a une telle compétition mondiale que les États ont d'énormes incitations à avoir des taux vraiment faibles dans les impôts que les gens voient. Mais les impôts invisibles que les gens ne calculent pas, donc la TVA, la cotisation sociale, alors là, ça augmente énormément. Et c'est aussi, alors c'est une des raisons, mais l'autre raison, c'est que les systèmes sociaux de la plupart des pays qui ont un état providence sont dans un état catastrophique, comme en France. Faut le dire. Donc parce que de toute façon, c'est pas compliqué. La retraite, tu vois que on vit en France en 1950, l'espérance de vie c'était 67 ans. Aujourd'hui, c'est 83. Donc on vit beaucoup plus longtemps.
On a beaucoup moins d'enfants par femme. On est passé de 3 enfants par femme en 1950 à 1,7 aujourd'hui. Et en plus, on part à la retraite plus tôt aujourd'hui qu'en 1970. Tu vois bien que c'est pas tenable. Il y a beaucoup plus de retraités par actif qu'aujourd'hui. Donc, il faut aller chercher l'argent quelque part. Et puis, il y a aussi toutes ces petites taxes dont on n'a pas parlé, un peu fantaisistes. Taxes sur les abris de jardin, taxes sur le poulailler, taxes sur la piscine avec de l'IA, on verra ça tout à l'heure. Taxes sur les emballages pour les boulangers dernièrement. Là. Et l'essence, c'est démentiel ce que tu payes sur l'essence. En fait, c'est tout ça qui fait que le Français normal, il a l'impression de se faire essorer, même si en vrai, on lui montrerait les courbes de l'IR et de l'IS qui baissent depuis les années 80. Et ça veut dire aussi que les gens les plus mobiles sont ceux qui gagnent à ce jeu, alors que la population qui est ce que j'appelle monopays et immobile, elle se fait défoncer et la plupart du temps, elle s'en rend pas compte. Alors, elle s'en rend compte dans le sens où elle se rend compte que son pouvoir d'achat baisse. Ouais. Je veux dire, le mouvement des Gilets jaunes, c'est né de ça. Ouais. D'ailleurs, c'était une augmentation de la taxe sur l'essence qui a déclenché les Gilets jaunes à la base. Et la population le ressent, mais vraiment confusément, elle comprend pas exactement ce qui se passe. Mais cuit comme une grenouille dans l'eau. C'est exactement ça. Ouais, parce que là, il me semble que l'essence maintenant est plus chère qu'à l'époque des Gilets jaunes, il n'y a plus personne dans les rues. Oui, probablement, je n'ai pas regardé, mais... Donc, voilà, bon, ils s'y sont habitués. De toute façon, on va revenir sur certaines des choses que tu viens de parler dans le fait d'être monopays. Mais une chose que j'ai adoré dans ton livre, donc juste, il y a un truc qu'il faut quand même spécifier. C'est que dans ma vie, j'ai lu 5 à 10 livres. Lu en papier 2. Le chien des Baskerville et la biographie de Laurent Garnier. Okay. Donc, 2 livres. 2 livres. Et en audio, peut-être une dizaine grand maximum. Et du coup, j'ai lu 80, on est à 80% en audio de ton livre. Je suis au 11e chapitre. Ouais, peut-être même plus. Ouais. Il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon parce qu'en fait, avec mon trouble de l'attention, je suis incapable d'écouter un livre et il y a vraiment des choses qui sont super. Et ce que j'ai préféré vraiment de ton livre, et je te l'ai déjà dit 3 fois depuis qu'on se voit depuis les 2-3 derniers jours, c'est vraiment ce chapitre sur la collecte de l'impôt et en fait, l'efficacité. Combien ça coûte de collecter l'impôt, l'efficacité réelle et les moyens réels, parce qu'on a toujours cette grande peur du fisc, et en fait, on se rend compte que là aussi, c'est pas si efficient que ça. Donc, si tu peux parler un petit peu de ça. Oui, par exemple, pour donner un chiffre un peu édifiant, le fisc en France recouvre environ la moitié des sommes qu'il réclame. C'est-à-dire que quand il demande des impôts à un Français, il y a que la moitié qui est... En moyenne, et c'est donc, si par exemple... faut que je regarde les chiffres, mais si par exemple il réclame 20 milliards, il va en récolter 10. Mais ça, c'est pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, tous les impôts confondus. Tout donc ça, c'est suite à des contrôles fiscaux. Ok. Voilà, ça c'est suite à des contrôles fiscaux. Contrôles fiscaux. Ouais. Okay. Donc là, je parle pas de l'impôt de manière générale. Ah, ok. Voilà, c'est vraiment les sommes qu'ils essayent de recouvrer après un contrôle. Quelqu'un qui aurait fraudé. Ok. Sur la fraude. Ok. Donc c'est comme ça qu'il faut sur le la présenter. Fraude ou des erreurs. Ou la fraude présumée. Voilà. Donc alors faut saluer quand même parce que la France c'est un des rares pays qui partage ce chiffre. Les autres sont pas aussi transparents sur le sujet. J'ai essayé de trouver des chiffres ailleurs, j'en ai pas trouvé. Alors il y a peut-être d'autres pays qui communiquent là-dessus, mais en tout cas France c'est clair, 50%. Mais probablement en général, ça c'est ce que m'ont appris mes recherches. Ce genre de tendance se retrouve d'un pays à l'autre en général. Donc c'est quand même intéressant de se rendre compte de ça. Après, si on regarde, et ça c'est la plupart des gens qui vivent en France en plus. Donc normalement le fisc appuie sur un bouton et c'est à peu près toute votre vie financière. Voilà. Malgré ça, c'est pas si facile. Ensuite, alors je me suis intéressé à comment l'impôt est recouvré quand les gens ne vivent pas sur le territoire. Parce que quand on réfléchit aux fondamentaux, qu'est-ce qui fonde le pouvoir réel des États? C'est la menace de la violence physique. Ouais. En gros, c'est le dernier recours. C'est au départ, c'est les courriers recommandés. Après, c'est l'huissier. Et puis après, c'est le policier avec son pistolet qui te met en prison. Bah voilà. Si jamais, mettons, vous payez pas vos impôts, clairement, on va vous envoyer un flic avec un flingue au bout d'un moment si vous payez pas. Si vraiment vous faites rien. Et c'est ça qui va vous forcer à vous conformer. Mais du coup, c'est compliqué quand vous vivez dans un territoire où l'État n'a pas le droit d'envoyer un flic avec un pistolet. Comment ils font? Bah du coup, ils sont obligés. Ils coopèrent parfois. Voilà. Ils sont obligés de coopérer avec les États d'autres pays. Sauf que l'État d'autres pays, quel est son intérêt à coopérer? Bon, c'est la réciprocité. C'est que lui demande en échange des trucs, mais lui, l'administration du pays en question, concrètement, elle a 0 temps, 0 énergie, 0 budget, 0 agent et 0 motivation à vous poursuivre. Elle va rien gagner à ça. Ouais. C'est du temps perdu, alors qu'elle a des quotas à remplir sur sa propre population. Et donc, je me suis intéressé au pourcentage de sommes recouvrées à l'étranger. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Union européenne, on a les chiffres de manière transparente. Et ce qui est génial, c'est que déjà, il y a très très peu d'accords entre les pays
sur ce point. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traités fiscaux, mais par exemple, les États-Unis, ils ont 60 traités fiscaux, et si de mémoire, il y en a 5 ou 6 seulement où il y a une clause prévue pour les recouvrements de sommes entre elles. À la base, le concept de base en fiscalité internationale, c'est qu'un pays n'aide pas un autre à recouvrer des sommes sur son territoire. C'est par défaut, c'est ça. Et donc, ça peut être dépassé au cas par cas, en cas d'accords bilatéraux, mais c'est pas la norme, c'est vraiment l'exception. Mais dans l'UE, par contre, il y a une réglementation européenne qui fait que tout est prévu. Tout est prévu, c'est censé être fluide, automatique, efficace. Mais tu vois, dans le cadre de mes recherches, j'ai discuté avec plusieurs avocats fiscaux internationaux. Il y en a un qui m'a dit, tu sais Olivier, au niveau de l'international, en théorie, tout est carré. Dans les faits, dès qu'il y a des frontières, il y a plein de trucs qui marchent plus. Donc, il faut bien distinguer la théorie de la pratique, et c'est très flagrant dans ce cas, parce que la moyenne, le pourcentage de sommes recouvrées par rapport aux sommes demandées, donc on parle de quelqu'un qui est dans un autre pays de l'UE et qui pour lequel un État d'un autre pays de l'UE réclame de l'argent, la moyenne, c'est 7%. Alors, ce n'est pas une invitation à frauder. Non. C'est juste que c'est édifiant. C'est juste que, et ça m'a vraiment choqué ce passage de temps. C'est pas une invitation à frauder. Moi, je recommande à personne. Bien sûr, et surtout qu'il y a tous les moyens pour. On peut le faire légalement. Voilà. C'est juste pourquoi je parle de ça dans le livre. C'est parce que alors c'est encore un angle mort des monopays. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un monopays? C'est juste quand on regarde la majorité de la population, ils sont nés dans un pays, ils sont éduqués dans ce pays, ils parlent principalement que la langue de ce pays, ils passent leur diplôme dans ce pays, ils trouvent un boulot dans ce pays, ils investissent dans ce pays, ils se marient dans ce pays, ont des enfants dans ce pays, prennent leur retraite dans ce pays et meurent dans ce pays. Ouais. C'est les monopays. Et quand on regarde autour de soi, c'est quelque chose comme 98% de la population. Et c'est OK. Il n'y a pas de mal à ça en tant que tel. C'est juste que les monopays, en fait, vivent dans une bulle et ont des tas d'angles morts, du genre la Sécu, c'est le meilleur système du monde. Un des angles morts, c'est qu'en fait, vous êtes beaucoup plus facilement manipulable parce que vous n'avez pas de point de comparaison. Quand vous répétez, quand vous dites la Sécu, c'est le meilleur système du monde, vous avez vraiment comparé en allant vivre à l'étranger ou vous répétez ce qu'on vous a dit sans vérifier? Et un autre angle mort, c'est de croire que le pouvoir écrasant que l'État a sur votre territoire, il s'étend à l'étranger. Alors, il ne s'évanouit pas complètement, mais il est fortement contraint, et ça, c'est un excellent exemple. En fait, je veux dire, 7% en moyenne dans l'UE, alors que tout est prévu. Je vous laisse imaginer le taux dans les pays où c'est pas prévu. Enfin, c'est du délire. Ouais. C'est absolument du délire. Et d'ailleurs, je m'étais aussi renseigné parce que tu vois, la forme de capital qui est la plus facilement saisissable, c'est l'immobilier. Parce que comme son nom l'indique, c'est immobile. C'est immobile. C'est très rare, en fait, qu'un État cherche à faire saisir des biens immobiliers à l'étranger parce que c'est une procédure tellement complexe que c'est vraiment pour les gros poissons qu'ils le font. Donc voilà, c'est juste pour montrer à quel point, dès qu'on met des frontières, ça crée énormément de friction et ça met des grains de sable dans les engrenages. Et que ça a un coût énorme pour parfois des résultats très faibles. Oui, donc alors autre exemple que je montre, on le sait normalement, les gens qui suivent ta chaîne le savent, les États-Unis c'est le seul pays occidental qui taxe leurs citoyens sur leur nationalité plutôt que leur résidence, mais jusque 2010 c'était très théorique. Parce que le fisc américain, donc l'IRS, avait des moyens quand même assez limités pour contrôler ça. Mais les États-Unis, à partir du début des années 2010, ont mis en place le FATCA, qui c'est comme le CRS, mais juste pour eux. Un système d'échange d'informations automatisé. C'est pas d'échange, c'est unilatéral. Oui, pardon, excuse-moi. C'est parce que je donnais la définition du CRS. Oui. Mais pour le FATCA, justement, unilatéral, d'absorption des informations bancaires de leurs ressortissants, peu importe où ils sont dans le monde. Et en plus, ça a marché parce que les États-Unis sont puissants et en gros, ils ont dit aux banques, si vous nous envoyez pas les informations. Les banques doivent payer 30% de taxes sur tout flux qui vient des États-Unis. Et comme les États-Unis sont au centre du système de commerce mondial, toutes les banques sont exposées. D'ailleurs, dans tes recherches, est-ce qu'il y a un pays, une banque qui a refusé ou pas? Alors, il y en a quelques-unes. Intéressant. En fait, il y a toujours moyen de contourner dans ces cas-là. Okay. Par exemple, en Chine, ils ont créé une banque conçue pour qui n'est pas exposée aux États-Unis. Et pourquoi? Pour qu'elle puisse faire du commerce avec la Russie, pour contourner les sanctions en fait. Tu vois. Donc il y a toujours moyen de contourner. Il y a toujours un truc. Mais c'est d'autant plus facile quand tu as un État. Et donc cette banque, elle a été sanctionnée par les États-Unis, mais c'est pas grave parce qu'elle a aucun flux avec les Américains. Mais là, tout le monde n'a pas un État à sa disposition pour pouvoir contourner ce genre de truc. Mais donc, du coup, les banques ont dû s'y plier. Et donc, ça veut dire que si vous êtes américain, les banques envoient l'information automatiquement aux États-Unis. Alors, le truc, c'est qu'il y avait souvent des lois nationales dans les pays qui empêchaient les banques de faire ça. Donc, les États-Unis ont dû quand même négocier avec les États
concernés pour changer les lois. Et c'était un mélange de pression parce que ils sont vraiment un pouvoir important et c'était la carotte et le bâton. Et la carotte, c'était quoi? C'était on va vous envoyer les informations en échange. Cette promesse on est en 2025, n'a pas les enfants. été tenue. Il y a rien. C'est incroyable quand même. Ouais. Je veux dire, les États, y compris en Europe, se sont fait enfler. Et t'as vu la ligne, c'est marqué pour l'instant, nous ne partagerons toujours pas, mais ils enlèvent pas l'idée. Peut-être qu'à un moment ils le feront. Mais... Alors, précisons, ils n'envoient pas les informations de manière automatique. Par contre, il y a des accords où, si par exemple le fisc français fait des demandes spécifiques, là, il va y avoir des envois d'informations. Mais il n'y a pas d'échange automatique d'informations. C'est quand même assez paradoxal, mais les États-Unis, c'est le dernier pays occidental où on peut faire de la fraude fiscale à la papa comme dans les années 90. C'est ce que j'avais mis pour la suite. C'est incroyable quand même. Bon, bref, mais ça montre, c'est de l'hypocrisie certes, mais ça montre surtout que c'est avant tout un rapport de force en fait. Est-ce que tu penses que c'est stratégique pour les États-Unis? Oui, bien sûr. Dans le fait qu'ils se disent ils vont être un paradis fiscal, ils vont apporter plein de capitaux comme ça qui vont être planqués du monde entier. Bien sûr. C'est clairement un rapport de force et c'est très avantageux pour les États-Unis parce qu'on parle de milliers de milliards de dollars, la fraude fiscale. Et c'est pas juste la fraude fiscale, c'est aussi les gens qui veulent être tranquilles et tout ça. Comme tu vois, tu as une LLC, tu fais pas de fraude, mais tu la mets là plutôt qu'en Estonie parce qu'en Estonie, c'est complètement transparent, tandis qu'aux États-Unis, tu as une certaine vie privée, ce qui paraît logique. Donc, c'est clairement avantageux pour les États-Unis. Puis ils peuvent mieux contrôler les flux, vérifier que les gens sont pas des terroristes et tout ça plus facilement. Donc, c'est très avantageux pour eux. Et d'ailleurs, Biden, tu vois, avait dans ses promesses, il avait dit que il allait arrêter ça. Mais lui, à la base, c'est un sénateur du Delaware. Donc, qui est un des États, des 3 États, qui bénéficient le plus de ça. Et il a fait 0 action pendant son mandat pour changer ça. Donc bon, on voit bien qu'il y a des puissants intérêts pour les États-Unis à rester comme ça et qu'aujourd'hui, ils ont la puissance nécessaire pour ne pas céder au chantage du reste du monde, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres pays. Donc le FATCA a été mis en place au début des années 2010 et c'est très intéressant de s'intéresser aux résultats qu'il a eu parce que le gouvernement américain avait fait des estimations de ce que ça allait rapporter. Alors je me rappelle plus exactement, mais c'était en gros des milliards et des milliards sur plusieurs années. Et il y a eu, moi j'ai regardé le bilan de 2020 qui s'intéressait de 2010 à 2018. Okay. C'est vraiment super intéressant parce que directement, c'est-à-dire en impôts récupérés, ça a coûté quelque chose comme, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais quelque chose comme 500 millions ou 1 milliard sur ces quelques années. Ça a rapporté 15 millions directement. Donc du délire. Et sans plus, ça a créé une friction énorme pour les Américains. Il y en a plein qui se sont fait fermer leur compte. Il y a des Américains accidentels, donc des gens qui sont Américains juste parce qu'ils sont nés là-bas et qui n'ont qu'une connexion, qui ont eu énormément de problèmes. C'est le droit du sol, en fait. Rien que le fait de naître aux États-Unis te donne le passeport américain. Je donne l'exemple de Boris Johnson. Qui est l'exemple le plus fameux. Ouais, c'est le plus célèbre. Lui, c'est incroyable ce qui lui est arrivé quand même. En 2009, donc il était maire de Londres à l'époque, il vend sa résidence principale à Londres. Et c'est cool, quand tu es au Royaume-Uni, tu n'as pas d'impôt de gain de capitaux sur ta résidence principale, donc il n'en paye pas. Et pas de bol, il y a l'IRS, donc le fisc américain, qui vient le voir, qui dit « Hey, vous savez qu'aux États-Unis, par contre, il faut payer les gains de capitaux sur la vente de votre résidence principale, donc merci de nous déclarer tout ça et de nous payer. » Et là, si vous vous dites « Mais attends, je comprends pas, le mec est britannique, clairement, il vit à Londres, pourquoi il devrait payer des impôts aux États-Unis ?» Eh bien, Boris Johnson, il a eu une épée de Damoclès au-dessus de lui depuis qu'il est né, parce qu'il est né à New York. Et pourquoi? Simplement parce que ses parents étaient étudiants à New York à ce moment-là. Il y est resté quelques mois, ses parents sont rentrés en Grande-Bretagne quelques mois après sa naissance, et il n'est jamais allé y vivre après. Je veux dire, sa connexion avec les États-Unis, c'est 0. Il est juste né là-bas par hasard. Non, les gouvernements américains s'en foutent. Il est américain, parce que toute personne née aux États-Unis est américain, et donc le fisc américain a forcé Boris Johnson à payer des impôts de gains de capitaux sur sa résidence londonienne, alors que le gars n'a jamais vécu aux États-Unis. On voit l'absurdité du système quand même. Et d'ailleurs, il en a renoncé. Il a tellement été dégoûté qu'il a renoncé à sa nationalité américaine en 2016. Et finalement, c'est contre-productif. Tous ces efforts qui sont mis dans l'investissement pour créer des nouveaux impôts, etc., les riches, en fait, sont les plus mobiles et s'en vont. Oui. Et donc, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. Ouais. Mais c'est arrivé plein de fois, même en Europe. Là, je sais plus quel pays, un pays nordique qui avait mis en place quelque chose. C'était la Norvège. C'était la Norvège. Ouais. Ils ont augmenté de 0,1% leur impôt sur la richesse et ça a créé une exode de millionnaires. Et ils ont perdu. La personne la plus riche du pays est partie et rien que lui qui partait, rien que ça, même si les autres étaient restés, ça aurait déjà coûté plus cher que ce que ça rapportait. Il est parti en Suisse. Et beaucoup sont partis en Suisse. Donc voilà, mais c'est ça, c'est un des constats que je fais dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses disruptions qui vraiment attaquent les États, la mobilité en est une, mais les politiciens utilisent encore un logiciel, mais qui est devenu obsolète.
Et ils se rendent pas compte, en fait. Enfin, ils commencent à s'en rendre compte, mais c'est très lent. Par contre, donc juste pour finir sur les États-Unis, c'est quand même rentable quand on inclut la taxe de 30% sur les banques. Ok. Mais ça, c'était pas prévu à la base. C'est pas du tout comme ça que le système était censé fonctionner. Ils pensaient que les banques allaient être compliant et tout ça. Finalement, ils sont rentables sur un truc sur lequel ils espéraient pas. Quel était leur moyen de pression? Oui, mais ça veut dire que là, clairement, ça marche pas parce que les banques, du coup, ça leur donne des incitations à pas passer par le système américain, ça crée beaucoup de ressentiment, ça diminue leur soft power. Quand on fait le bilan, c'est évident que ça leur coûte beaucoup plus cher que ce que ça leur apporte. Donc, c'est pas si magique que ça. Et d'ailleurs, on pourra en parler si tu veux, mais quand l'Assemblée nationale française a étudié la possibilité de mettre en place la taxe sur la nationalité française en 2019, un des constats qui leur font dire que c'est pas possible, c'est que ça coûte beaucoup plus cher aux Américains que ce que ça rapporte. C'était pour les chapitres d'avant, d'après, pardon. On fait un petit teaser. Et le point suivant que je voulais aborder, c'était le contrôle des États, avec notamment l'euro numérique qui arrive bientôt, là, donc en octobre 2025, ils vont commencer à l'essayer apparemment. Et également tous ces outils de surveillance automatisée grâce à l'IA. Tout à l'heure, je parlais des taxes un petit peu bizarres. Je sais pas si tu as vu, je crois que c'était l'année dernière, grâce à l'IA, ils ont découvert 140 000 piscines non déclarées. Donc l'IA et Google Maps, tout simplement. Bon, après, ça a permis de récupérer 40 millions. C'est de l'argent, mais j'aurais pensé plus. Du coup, ça va être une façon pour eux d'essayer de faire fonctionner la collecte de l'impôt d'une certaine manière, non? Absolument. Donc, en fait, là, aujourd'hui, on a vraiment deux grandes tendances technologiques. On a des technologies qui favorisent justement la disruption des États, leur mise en compétition et la décentralisation. Donc, typiquement, Internet. Enfin, regarde, toi et moi, on est partis depuis longtemps et on a un business francophone et tout ça. En 1970, on n'aurait pas pu faire ça. Et par contre, il y a une autre tendance technologique qui est effectivement de renforcer le pouvoir centralisateur de l'État, notamment, comme tu l'as dit, via la surveillance numérique et l'IA. En fait, le constat que je fais dans mon livre, c'est que les États vont devoir choisir entre deux grandes voies pour résister aux disruptions qui les menacent. Un, c'est voie du changement de paradigme, où en fait, ils vont devoir passer du fait de considérer leurs résidents comme des contribuables à des clients. Ouais. C'est ce que fait Dubaï. Mais par exemple, en France, t'imagines, pour changer la culture de l'administration et de la population là-dessus, c'est des décennies de travail. C'est énorme, on part tellement de loin que c'est vraiment beaucoup de travail. Et la deuxième voie, c'est en gros la tentation du modèle chinois, quoi. C'est la surveillance numérique. Voilà. Alors, je dis pas que les démocraties vont copier complètement le modèle chinois, mais clairement, on voit déjà des signes qu'elles s'en inspirent et qu'elles aimeraient bien se rapprocher de ça. Là, tu vois, l'exemple de la surveillance par IA des piscines, c'est juste un des premiers symptômes de ce phénomène où on va vers un État, vers un œil de l'État qui va être l'œil de Sauron. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est un énorme œil qui t'observe en permanence et qui s'assure que tu fais tout comme tu devrais. Et c'est un vrai risque. Et les États vont être de plus en plus tentés d'utiliser ça. Je pense quand même que sur le long terme, les États qui vont choisir cette voie vont freiner leur développement par rapport aux États qui vont choisir la voie de traiter leurs résidents comme des clients. Mais n'empêche que c'est une tentation extrêmement forte et que pour l'administration, les politiciens et une population qui a un logiciel obsolète, ça paraît juste logique de faire ça. Donc c'est un vrai risque et l'euro numérique est juste encore un des outils possibles. Ouais, ça va être un monde qui va se diviser en deux. C'était une des questions que j'avais après, c'est comment un État comme la France par exemple, qui n'est plus compétitif pour un entrepreneur qui nous regarde, c'est dans les pires endroits du monde où tu peux créer une société. Oui. Comment ces pays vont pouvoir continuer à financer des choses qui sont infinançables d'ailleurs, mais comment ils vont pouvoir continuer à collecter, etc., dans un monde ouvert à la compétition avec la disruption des États par Internet. Et donc, ils ont que deux choix. C'est soit, en gros, ceux qui nous regardent, qui vont rester en France, ils vont s'ouvrir encore plus. Ça va être sûrement toujours plus. Ou alors, ce qui me paraît absolument improbable, la France va se dire, je suis plus compétitive, il va falloir que je baisse mes impôts, etc. Mais ça impliquerait des coupes budgétaires dans des choses où les gens prennent ça pour des acquis. Oui, tu vois déjà Macron, depuis des années, il essaie de baisser les impôts. Il le fait d'ailleurs. Hein. Ça a vraiment baissé. C'est sous Macron que la flat tax a été instaurée, que l'IS a baissé, etc. Parce qu'il se rend bien compte que c'est pas possible. Mais tu vois bien l'effet catastrophique sur les finances parce que derrière, ils arrivent pas à réduire les dépenses. Et va faire comprendre à la population que la Sécu c'est pas efficace après des décennies de propagande, il faut le dire, que la retraite c'est un Ponzi et tout ça. Pourtant il suffit de regarder les chiffres. Faut juste ouvrir les yeux, arrêter de faire l'autruche. C'est ça le problème, c'est que ça demande tellement, et pourtant à la base c'est pas si compliqué, il faut juste regarder la réalité en face. Mais on ment à la population depuis tellement longtemps. C'est aussi les incitations du système démocratique où quand ça va mal, c'est les populistes. D'ailleurs, on le voit déjà. Le problème, c'est que la situation est tellement de plus en plus mauvaise que les gens votent de plus en plus pour des populistes qui leur disent exactement ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Et moi, je suis pas très optimiste sur l'avenir de la France dans les prochaines décennies.
tu vois, je me dis, ça va continuer à être la cata pendant au moins 20 ans. Donc là, on est qu'au début, ça va être de pire en pire. Moi, ce que je prédis, c'est un scénario à l'Argentine. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, en Argentine, c'était une des premières puissances économiques mondiales au milieu du XXe siècle. Ensuite, il y a un politicien, Perón, qui a été élu et qui a mis en place une politique qu'on appelle le péronisme, qui est en gros du socialisme / communisme, et qui a ruiné l'Argentine. Et pendant 70 ans, les Argentins, ils ont voté pour du péronisme encore, alors, avec parfois des mecs un peu contre, mais en gros, c'était ça. Et ça a été une cata sur cata sur cata sur cata. Et au final, ils ont été tellement désespérés qu'ils ont voté pour un outlier, quelqu'un d'un peu farfelu qui était devenu connu en Argentine, donc Milei. Javier Milei. Voilà, qui aujourd'hui, donc là, au moment où on tourne, ça fait à peu près 18 mois qu'il a été élu président. Pour l'instant, ses résultats sont absolument extraordinaires, il faut le dire. On va voir sur le long terme ce que ça va donner. Mais pour l'instant, il remplit ses promesses. Il y a plein d'indicateurs qui sont positifs. Alors, au début, il y a eu beaucoup, parce que c'était une période de transition d'indicateurs qui ont été pires. Putain, mais là, aujourd'hui... 60 ans de communisme et de... Bah oui, ça se fait pas de socialisme. Je discutais avec quelqu'un qui me disait au bout de 3 mois, il a pas accompli ce objectif. Vous avez quelqu'un qui est obèse, obésité morbide. Bah oui. Bien sûr que vous lui mettez les meilleurs coachs diététiciens, coach sport, etc. Vous allez l'aider, bien sûr, mais c'est pas 18 mois qu'il lui faut, c'est plus que ça. Bah bien sûr. Ceux qui veulent un résultat plus rapide, vous n'avez pas besoin d'un politicien, vous avez besoin du Père Noël, soyons clairs. Ouais. Donc, pour l'instant... Mais il est lucide, Javier Milei, il dit que pour arriver là où il voudrait aller, quasi à du minarchisme, il faudrait des décennies, en fait. Il le dit. Hein. Oui, voilà. Il est réaliste, il se rend bien compte qu'un État comme l'Argentine, ça m'aide. Parce que c'est pas juste les institutions et les règles, c'est aussi c'est la culture qu'il faut changer. Et ça c'est très long. Ouais. Donc pour revenir à la prédiction avec la France, moi, c'est ce que je pense. C'est que ça va vivre sur son passé glorieux, parce que c'est ce qui s'est passé un petit peu avec l'Argentine. Ça a vécu sur un passé glorieux, bien qu'il y avait toujours plus de péronisme. Et des illusions. Ouais, de délusions. Des illusions, mais aussi populistes. Je pense que les Français vont lire de plus en plus de populistes. De toute façon, on le voit. Monter du Rassemblement national et de la France insoumise, ça fait partie des signes de tout ça, de cette déliquescence. Et puis, au bout d'un moment, ça sera tellement n'importe quoi qu'ils vont peut-être voter pour un Milei français, pour une sorte de Churchill économique qui dira aux Français, je vous promets des larmes et du sang, mais on va mettre en place les réformes nécessaires. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que la population française est prête à accepter ça, à entendre ça, mais au bout d'un moment, ça sera tellement n'importe quoi. Parce que, je veux dire, on va vraiment avoir un déclassement et il va y avoir des pays surprenants qui vont passer devant la France. On aura peut-être l'Indonésie qui va passer devant, par exemple, l'Inde, et ce genre de trucs. Charles Le Gave, il dit toujours, ça va être les Thaïlandais qui vont venir en vacances en France. Quoi. Et ça sera. Je sais pas si ça sera jusque-là, mais il y aura des trucs comme ça qui vont se passer. Je pense qu'il y a pas mal de pays où on va être étonné. Des pays où on aurait pensé dans notre tête, c'est des républiques bananières, ils ont pas d'argent là-bas, et en fait, on se rend compte que le niveau est en train de bien augmenter. Et comme le niveau français stagne, j'étais impressionné. Par exemple, je suis allé à la Barbade, le salaire moyen c'était dans les $1 500. Enfin, c'est pas ridicule, quoi. Et tu te dis, la Barbade, île des Caraïbes, doivent pas gagner grand-chose, non? Non, mais voilà, je pense que ça va se voir de plus en plus. Il y aura des populistes qui vont aggraver le problème parce qu'eux aussi ils utilisent des logiciels dépassés. Ça va vraiment être n'importe quoi pendant un moment, malheureusement. Et les finances, c'est une catastrophe. Hein. Alors, ça va être un peu compensé par les progrès technologiques, hein, heureusement. Peut-être que dans 10 ans, tout le monde aura un robot Tesla humanoïde chez soi qui fera plein de trucs, ça va créer beaucoup de richesses. Mais les autres pays vont bénéficier aussi. Et mieux, donc il y aura quand même un déclassement. Ouais, parce que forcément, si on a de l'IA, etc., qui arrive en Europe, ils vont créer des régulations. Parce que tout ce que vous payez en impôts sert à payer des gens dans des bureaux dont leur job au quotidien, c'est de créer toujours plus de règles, de régulations et de taxes. C'est un monstre qui s'auto-entretient. C'est un monstre qui s'auto-entretient. Exactement, et qui ralentit le progrès. Et donc, à 2 pays égaux, où la même technologie est disponible, la France, l'Europe ira beaucoup moins vite. On passe sur un peu de positif quand même. Ouais. La France sombre. On a fait le constat, là, je pense que... la France, l'Occident, de manière générale, il y a un gros problème. Mais ça n'a jamais été aussi facile de quitter le navire. Bah oui. On a une époque qui est quand même formidable. Mais oui, mais c'est ça justement. Tu vois, de plus en plus... Et ça risque d'accélérer, pardon, je te coupe, mais ça risque d'accélérer... C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, les pays mal gérés, les gens s'en vont. Ouais. Il faut se rendre compte de ça. Ouais. C'est que ça n'a jamais été aussi facile de partir ailleurs. C'est quantifié. T'as regardé un petit peu quand t'as fait ton livre ou pas sur les flux migratoires de gens successful qui partent de ces pays? Alors, j'ai pas regardé les gens successful, mais j'ai regardé le pourcentage de population qui vit dans un pays différent de son pays natal. Et ça, c'est passé de 2 à 3,5% en 40 ans.
C'est quand même pas rien comme flux. Alors, je me rappelle plus exactement, je peux me tromper, hein, on mettra le schéma aussi. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vivent à l'étranger, enfin, qui vivent dans un pays différent de leur pays natal. En tout cas, moi, du coup, je peux observer sur le terrain, parce que ça fait 7 ans que je vis à Dubaï. C'est incroyable le nombre de millionnaires qui viennent vivre là, quoi. J'ai un collègue. Tous ces gens-là, ils viennent d'Angleterre, ils viennent de partout dans le monde, de la Russie, de l'Occident, de l'Asie, etc. J'ai un collègue, il s'est bâti un empire. Il s'est mis à acheter des villas de luxe sur plan. Et puis quand elles lui sont livrées, il les magnifie encore plus avec des décorations sublimes et il les vend avec une plus-value incroyable de plusieurs millions à des millionnaires qui viennent parce qu'il y en a tellement qui viennent que c'est incroyable, quoi. D'ailleurs, ça fait beaucoup augmenter les prix à Dubaï. Donc, on peut voir que, de toute façon, et pareil, ce phénomène ce qui s'est passé en Norvège, c'était en 2022 ou 2023 que cette taxe sur cette augmentation de l'impôt sur la richesse a été mise en place. Tu vois à quel point la population est beaucoup, beaucoup plus mobile qu'avant. Et je veux dire, tout le monde peut le constater. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, déjà, vous êtes sur le web. Vous êtes libéré de la tyrannie de l'endroit. Moi, tu vois, quand j'ai pris la décision au début 2015 de partir suite à cette lettre du RSI, moins de 2 mois plus tard, j'étais installé en Angleterre. Enfin, bon, après, j'étais célibataire et sans enfant, ça aide. Oui, ça va vite. Mais avec des enfants, il y a un peu plus de friction. Mais je veux dire, pour ceux qui prennent leur décision, c'est une affaire de quelques mois. C'est très, très rapide. Ouais, clairement. Et grâce en fait à toutes ces informations qu'on peut avoir, et je voulais faire juste un petit parallèle. Tout à l'heure, on parlait de l'Argentine, c'est ce qui m'a fait penser. Mon grand-père s'est expatrié, entre guillemets, dans les années 40 en Argentine. Ah bon? Je savais pas. Oui, après, il était en Algérie, il était à pas mal d'endroits. Et imagine mon grand-père qui part à l'autre bout du monde dans les années 40. C'était quelque chose. 50. Ouais. C'était pas le même. Probablement, il a pris un bateau. T'avais déjà, j'ai retrouvé un billet d'avion à Nice, Buenos Aires. Incroyable, c'est vrai. Il y avait déjà la portée nécessaire. Je pense. Incroyable. Non, il a dû passer par l'Afrique. Mais sûrement qu'il doit faire des arrêts. Ouais. Mais j'ai vu un billet. Non, parce qu'entre Dakar et le nord-est du Brésil, c'est pas si long. Ok. Donc il a dû passer par là. Possible qu'il devait faire des arrêts. Mais c'est comme ceux qui ont des jets privés qui veulent les amener en Europe, qui ont des courtes portées. En fait, ils les font passer par tout le haut. Donc bref, j'ai retrouvé ça. Algérie, j'imagine, c'était en bateau. Ils partaient sûrement de Marseille. Enfin bref, c'est pas le trajet en lui-même le problème. C'est surtout... tu vas à l'autre bout du monde. Et à cette époque-là, qu'est-ce que tu avais comme information de ce que tu allais trouver à l'autre bout du monde? Des images dans des journaux, enfin, tu n'avais pas grand-chose. C'était quand même quelque chose de remarquable de partir à l'autre bout du monde. Je dis pas que ça ne l'est plus aujourd'hui, mais la friction, elle est, elle est ridicule, quoi. Maintenant, tu collectes toutes les informations, tu regardes des vidéos sur YouTube. C'est facile de s'extirper, en fait, de ce système qui va mal. C'est ça que je voulais mettre en avant. Non, tout à fait. Bon, après, tu vois, tout le continent américain était peuplé par beaucoup d'immigrants qui venaient d'Europe. Aussi, mais c'était une toute petite partie de la population. Et ces gens-là, ils renonçaient à tout. Ils se débarrassaient de leurs biens. Ils faisaient un voyage long et dangereux. Et ils allaient bâtir tout de zéro dans un pays où il y avait tout à faire. Dans la promesse d'un monde meilleur. Alors qu'aujourd'hui, tu prends l'avion, tu gardes contact avec tous tes proches avec Internet. Et puis tu peux revenir voir ta famille. Quand tu veux, En gros, on est à une époque où un billet d'avion pour n'importe où dans le monde, allez, à moins que tu tombes mal, mais ça coûte 600 à 1000 euros, quoi. Voilà. Donc pour 600 ou 1000 euros, tu peux retourner voir ta famille en quelques heures, quoi. Oui, alors qu'avant, tu renonçais à la voir pendant très longtemps, si ce n'est toute la vie. Ouais, c'est absolument pas pareil. Donc, on est dans une époque fantastique. Donc, même si on a dépeint un peu un... Mais tu vois, du coup, c'est ce que je dis dans le livre, tu vois, quand tu te libères de la tyrannie de l'endroit, c'est incroyable ce qui se passe parce que tu passes d'un statut où tu subis le monopole d'un système de gouvernance. Donc, ça veut dire que si tu as un mauvais état, t'es, comme disent nos amis québécois, t'es pogné avec, tu vois. Et tu passes d'un statut tu deviens client dans un marché de juridiction qui se battent pour toi. Et c'est la même transition que ce qu'ont vécu les gens dans des pays communistes quand leur pays s'est ouvert au capitalisme. Ils sont passés d'un état où ils devaient peut-être faire la queue 1 heure pour avoir un pain de mauvaise qualité, à un état où ils pouvaient aller dans un supermarché capitaliste. Et là, c'était des dizaines de variétés de pains différentes qui les attendaient en rangée pour eux, avec une qualité largement supérieure. Et c'est la même chose. Là, l'époque où vous étiez bloqué avec un état dysfonctionnel, c'est fini. Vous pouvez facilement partir. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, vous avez le choix entre des dizaines et des dizaines de juridictions qui déroulent le tapis rouge pour vous... Qui se battent pour vous, ouais. Et qui vous proposent des conditions exceptionnelles. Il faut se rendre compte. Enfin, ce qui est le paradoxe aujourd'hui incroyable, c'est que le seul pays qui vous tient pour acquis, c'est celui d'où vous venez. Et c'est celui qui vous donne le moins bon service pour votre argent, en fait. Et en plus, si vous restez, on ne va pas vous remercier. Vous allez vous faire contrôler parce que pareil, les gens qui vont à l'étranger, c'est très difficile de les contrôler. Là, moi, dans tous mes amis expatriés, j'en ai des centaines. Les seuls qui sont contrôlés, c'est des gens qui ont gardé des choses dans leur pays natal. Voilà. Ou alors qui reviennent. Oui, exactement.
Tous ceux qui sont partis n'ont pas de contrôle. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile pour eux de le faire. Donc, en gros, on nous fout la paix. Alors que si vous restez, on vous emmerde, on vous remercie pas, on vous emmerde, et en plus vous vous faites défoncer, et quand vous regardez les chiffres, vous voyez que ça mène nulle part, et que vous alimentez une machine infernale qui va droit dans le mur. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a zéro raison rationnelle de rester en France. Vraiment. À part si t'aimes vraiment et que c'est l'endroit où tu te sens mieux. Ça, c'est des raisons émotionnelles. C'est pas la même chose. T'as raison. Il y a zéro raison rationnelle. Il y a des raisons émotionnelles. Famille, amis. On a un amour du pays. Tu vois, on a tous vu des couples qui sont tellement amoureux qu'ils voient plus leurs défauts. Peut-être que vous êtes tellement amoureux de la France ou de la Belgique. Il n'y a pas que la France que vous voyez plus les défauts. C'est ok. Ou alors vous les acceptez. Ça, c'est ok. Mais franchement, rationnellement, zéro raison. Et cette concurrence des États pour essayer d'attirer les talents et ceux qui réussissent et qui font quelque chose, elle est motivée par le fait aussi que, en fait, tu l'as dit dans ton livre, 50 000 nomades digitaux qui arrivent dans ton pays et qui paieraient même un impôt à 10%, ce qui serait ridicule par rapport à la France, ça change quand même les recettes fiscales du pays, en fait. Donc, oui, d'ailleurs, c'est très intéressant le phénomène des digital nomades parce que on voit à quel point la compétition est enclenchée et vraiment forte. Le premier pays qui a mis en place un visa de digital nomade, c'était l'Estonie en 2020. Ouais. Et en 2024, donc 4 ans plus tard... Alors, toi, c'était l'e-résidence qu'ils avaient mis. Non. L'e-résidence, c'était avant. C'était genre 2015. Là, je parle vraiment d'un visa pour digital nomade où tu peux aller vivre en Estonie. Okay. C'était 2020. Et donc, 4 ans plus tard, en 2024, il y avait 60 pays, donc un quart des pays du monde, qui avaient mis en place un visa de digital nomade en 4 ans. Ouais. On voit à quel point la compétition est enclenchée, elle est là, d'accord? Et donc, je fais les calculs dans le livre. Il faut savoir que les digital nomades gagnent en moyenne... Alors déjà, c'est estimé entre 35 et 40 millions de digital nomades aujourd'hui. C'est un pays, le truc. Il faut savoir que la moitié des pays du monde ont moins de 10 millions d'habitants. Il faut s'en rendre compte quand même. Donc c'est l'équivalent de 3-4 pays de taille normale, quoi. Et donc... Et leurs revenus sont importants. Leurs revenus moyens sont de $120 000 par an. 10 000 par mois, ok. Ouais, donc c'est vraiment dans le top 1% de la population. Donc je fais le calcul dans le livre, je dis voilà, si vous voulez taxer à 10%, en impôts directs, s'il y a 50 000 digital nomades qui viennent chez vous, c'est pas beaucoup. Ce qui est rien sur la masse de sur 35 à 40 millions, c'est rien. Ouais. Vous allez en impôts directs, donc récolter 600 millions de dollars, mais après... Toute la consommation. Ils vont dépenser, donc ils vont payer de la TVA. Les boîtes dans lesquelles ils ont dépensé vont payer de l'IS. Donc, au minimum, avec les impôts indirects, ça fait $1 milliard de recettes pour 50 000 personnes. Ouais. Enfin, c'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. Ouais, à l'échelle de l'humanité, oui, 50 000 personnes, c'est beaucoup dans une pièce, mais à l'échelle de... à l'échelle d'un pays, même le Portugal avec 10 millions d'habitants, 50 000 personnes, c'est rien. Ouais. Donc voilà. Donc non, c'est pour ça. Et même à 0%, en vrai... Même à 0%, c'est ce que disait un jour Andrew Anderson, c'est que même à 0%, le type qui consomme, qui paye de la télé, en fait, sur tous les restaurants, qui a une bonne, tu vois, ou une nanny pour ses enfants, enfin, d'une certaine manière, et souvent, en fait, comme tu le dis dans ton livre, il y a pas mal de pays qui ont une schizophrénie. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont taxer à mort leurs citoyens qui sont là, les monopays qui sont là depuis toujours, et puis les nouveaux arrivants, ils vont leur faire des faveurs fiscales pendant 5-10 ans. Ça peut être Absolument. Le cas en Italie, ou des lump sum tax, donc des taxes forfaitaires, etc. Et bref, même si ceux qui paieraient 0%, d'une certaine manière, leur contribution en achetant des services, etc., est plus importante que des dizaines de petits employés, on va dire, et sans être négatif ou méchant avec des petits employés, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un de riche qui arrive dans un pays, bien sûr, ça ruisselle. Bah bien sûr. D'ailleurs, tu peux regarder les chiffres en France qui se retrouvent dans la plupart des pays. Les 10% des gens les plus riches en France paient 70% du total de l'impôt sur le revenu. Les 2% les plus riches payent 40%. Tu vois la loi de Pareto qui s'applique. Et les 50% les plus pauvres payent 2% de l'impôt sur le revenu. Il faut s'en rendre compte. La plupart des gens ne savent pas ça. Donc, en fait, ça montre aussi à quel point les États sont disruptés parce qu'il suffit qu'une toute petite partie de ces 10% les plus riches, qui sont en plus les plus mobiles, se barrent pour que les finances s'effondrent, en fait, littéralement. Ouais, les finances, le développement aussi, l'avancement du pays, oui, parce que souvent, c'est les cerveaux. C'est des entrepreneurs, c'est des cerveaux. Donc, ils embauchent des gens. Ils doivent aussi représenter la majorité de l'IS et de la TVA. Ouais. Donc, c'est une catastrophe, en fait. Tu vides le pays. Voilà. Là, on voit parfois des articles qui disent, bon, voilà, cette année, il y a quelques centaines de personnes à l'ISF, l'équivalent, le remplace. Je sais plus ce qui remplace l'ISF. Un peu sur la fortune, ils ont créé un nouveau truc. Voilà, l'équivalent d'ISF qui s'en sont allés. Les gens se disent, oh, c'est pas grand-chose. Mais les gars, c'est énorme. Ouais. Vous vous rendez pas compte?
C'est ça qui fait, entre autres, que les finances publiques s'effondrent. Hein. Alors, quitter le navire et du coup s'expatrier, c'est une chose, mais le souci, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont nous regarder, qui vont se dire parfois, moi, je suis employé, c'est pas facile, je dois subir ce système. Qu'est-ce qu'on leur apporte un peu comme message de positivité à travers ce podcast à ces personnes-là, en fait? Oui, alors bon, il y a vraiment une grande différence en fonction de votre emploi, dans votre capacité de partir du système. En gros, c'est est-ce que vous travaillez sur votre ordinateur ou pas, enfin sur un ordinateur ou pas. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tout votre boulot est sur un ordinateur, dans les faits, vous n'avez pas besoin d'être quelque part. Cet ordinateur, il peut être n'importe où avec une connexion Internet et c'est la même chose. Donc, la clé, c'est de faire du télétravail. Ouais. Mais le Covid a vraiment démocratisé ça, vraiment de manière massive. Et donc, c'est devenu quand même assez répandu dans la société, même si beaucoup de boîtes en sont revenues. Honnêtement, c'est que ça paraît pas irréaliste aujourd'hui de pouvoir négocier, de travailler à temps complet à distance. Ouais. Et si votre entreprise résiste à ça, c'est à vous de vous rendre indispensable et par votre valeur ajoutée de pouvoir être en position de négocier ça. Déjà, vous pouvez commencer par négocier 1 jour de travail à distance par semaine, ce qui est déjà beaucoup plus facile. Et là, pendant cette journée de travail à distance, vous devez être au taquet, quoi. Enfin, vous devez montrer que vous êtes incroyablement productif. Puis après, vous montez à 2, 3, 4, etc. Et vous pouvez leur proposer un deal qui est vraiment intéressant pour tout le monde. Je raconte dans le livre que j'ai rencontré quelqu'un à Dubaï de très intéressant, un employé pour une société de logistique de navale en Grèce. Okay. Et le gars vit à Dubaï. Je lui dis, mais je comprends pas, tu bosses pour une boîte en Grèce, tu vis à Dubaï? Il me dit, bah oui. Lui, à la base, c'était un Canadien français. Et il me dit, ouais, j'ai trouvé ce boulot qui correspond pile à mes compétences, à ce que je voulais, mais il voulait que je sois salarié en Grèce. Je leur ai dit non. Moi, ce que je vous propose à la place, c'est que je vais travailler en freelance à distance parce que j'ai pas besoin d'être chez vous, en fait. Mm-hmm. Et du coup, moi, ce que je vous propose, je vais vous facturer le coût du salaire brut, mais et du coup, vous allez pouvoir économiser les cotisations patronales. Et du coup, tout le monde est gagnant parce que lui, il gagne plus en net qu'aussi, parce que sinon, il aurait touché que le salaire net. Lui, il touche son salaire brut. En plus, il vit à Dubaï, il est très faiblement fiscalisé. Et l'entreprise est contente parce qu'ils économisent un bon 20-30% parce qu'ils ne payent pas de cotisation patronale. Donc ça, c'est le genre de deal que vous pouvez leur donner. Et tout le monde est content. Ouais. Et là, c'est une très, très forte incitation pour les boîtes à faire ça. Après, voilà, si vous êtes dans un métier qui est synchrone, c'est-à-dire vous devez répondre au téléphone, vous devez faire des réunions, c'est sûr, vous pouvez pas, si votre boîte la boîte est en France, vous pouvez pas aller au Japon. Enfin, c'est compliqué. À moins que vous soyez prêt à travailler la nuit. Mais disons que, admettons que vous vouliez faire plus 3 heures, moins 3 heures en décalage horaire, ça vous donne accès à toute l'Europe, toute l'Afrique, tout le Moyen-Orient, une partie de l'Asie et même l'Est du Brésil. Donc, il faudrait calculer, mais ça fait probablement quelque chose comme 90 des dizaines et dizaines de juridictions dans lesquelles vous pouvez aller. Il y a vraiment de quoi faire. Mm-hmm. Et puis, vous pouvez aller dans des endroits très, très faiblement fiscalisés, comme Malte, Chypre, etc. Voilà. Donc, vous avez cette possibilité-là aujourd'hui. Et ça va se démocratiser, je pense. Bien sûr. C'est aussi une des choses qui disruptent les États, c'est que la population est de plus en plus mobile. Ouais. Donc, il y a de plus en plus de valeur qui est créée par Internet et qui ne nécessite pas forcément d'être à un endroit. Et ça, c'est intéressant. Et nous, on l'a observé depuis un bon moment, puisque toutes nos équipes, si je dis pas de bêtises, ne sont même pas dans le pays où on est. Elles sont aux 4 coins de la planète. Et en fait... Et moi, on n'a pas de bureau. Non. Et les personnes qui travaillent avec moi, elles peuvent être là où elles veulent dans le monde. Et ça n'a aucune importance. Je m'en fiche. Apparemment, à partir du moment où le travail est délivré, ça... Non, mais absolument. C'est vraiment et voilà, et c'est pour ça les États qui essaient de... Peut-être qu'il y a un travail à faire par contre sur les entreprises, parce que nous on a cette mentalité, parce qu'on est libertarien, parce que voilà, on est sur le web, on est dans le mouvement 2.0, on va dire. Peut-être qu'une entreprise 1.0 elle a plus de mal à se dire mais mon employé il va être à l'autre bout du monde. Absolument. Mais en vrai, si le travail est délivré et que l'employé il a une meilleure qualité de vie, un meilleur confort, il a plus à la fin du mois dans sa poche. Et que l'entreprise paye moins cher. Tout le monde est gagnant. Franchement, là, ce que je vous ai donné comme méthode pour négocier ça, franchement, c'est petit faisable. À petit, ouais. Donc, ceux qui nous regardent, qui sont dans des bureaux, qui font un travail qui pourrait se faire de partout dans le monde, en fait, vous pouvez commencer déjà à demander une journée par semaine, 2 journées tranquillement, et puis peut-être passer après un freelance et aller là où vous voulez dans le monde. Donc voilà, c'était aussi un point que je voulais faire pour apporter un petit peu d'espoir à ceux qui nous regarderaient, qui ne seraient pas encore entrepreneurs. Ouais. C'est important aussi. Et du coup, ça nous amène encore à un autre truc que je voulais ajouter sur le fait qu'on peut quitter facilement son pays actuellement. Mais en fait, j'ai envie de dire, tant que c'est encore possible, parce que plus on le voit, plus les pays vont aussi essayer de mettre de la friction. C'est-à-dire que d'un côté, ça se facilite, l'information est là, on sait que l'herbe peut être plus verte ailleurs. Mais de l'autre côté, les États vont rajouter des exit tax. On en a parlé tout à l'heure, l'euro numérique qui arrive bientôt, qui va être implémenté tranquillement. Mais
à terme, ça peut être aussi un outil vraiment gravissime. C'est-à-dire qu'on peut dire aux gens, bah non, votre fortune, elle est là en Europe et elle pourra être utilisée que là en Europe ou quelque chose comme ça. C'est de l'argent programmable. Donc, vous n'avez pas le contrôle concret sur ce que vous pouvez faire de votre argent avec l'euro numérique qui arrive. Donc, est-ce que c'est une tendance que tu vois, que tu as pu analyser en faisant ton livre? Absolument. Bah, c'est la voie du contrôle numérique totalitaire dont je parle. C'est clairement les États, pour essayer de répondre à ces disruptions, bah, c'est un de leurs moyens, c'est qu'ils vont essayer de créer énormément de friction pour les gens qui partent. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle tellement en France et dans d'autres pays de l'impôt sur la nationalité, parce que ça semble être une solution pour les gens non informés. Ça sera le truc ultime. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à te retenir avec de l'exit tax, que tu avais dit dans ton livre d'ailleurs que en fait ça a rapporté beaucoup moins que ce que... Ah oui, j'ai analysé en détail l'exit tax française. C'était censé rapporter 200 millions par an. Dans les faits, ça rapporte moins de 20 millions par an, donc on parle de 1/10. Et en soi, celui qui la paierait pas, qui reviendrait jamais, ils ont du mal à la collecter. Enfin, il y a que 7% de chances qu'il la collecte. Voilà, c'est un ministre qui le dit. C'est que en théorie, c'est ce que disait l'avocat fiscaliste aussi. En théorie, tout est carré. Dans les faits, dès qu'il y a des frontières, c'est pas si facile. Quand vous revenez pas et que vous avez tout à l'étranger, encore une fois, on n'encourage pas la fraude, mais c'est juste pour montrer à quel point le pouvoir de l'État est limité en dehors de ses frontières. Du coup, si ça foire, leur euro numérique, les gens passent en crypto ou passent dans d'autres devises avant que ça soit qu'il y ait un contrôle d'échange. Les règles d'imposition limitées étendues, bah c'est bien, ils peuvent les appliquer, mais enfin ils peuvent les mettre en place sur le papier, mais après encore une fois, ils arriveront peut-être pas à les recouvrir. Bah le truc ultime, c'est l'impôt sur le passeport. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui a été une des plus grosses vidéos de l'année dernière de la chaîne sur je renonce à ma nationalité française. Du coup, c'est un peu leur arme ultime. Ça va être de dire, peu importe où vous êtes dans le monde, on vous fait payer des impôts et si vous n'en payez pas, on vous frise votre passeport. C'est ce qu'ils font avec les Américains. Oui, alors aux États-Unis, si tu dois plus de 62 000 $ à l'IRS... Ce qui n'est pas beaucoup en soi. Non, c'est pas tant que ça. Moi, si on m'avait demandé comme ça, j'aurais dit au moins 1 million ou un truc comme ça. Tu devrais avoir au moins 1 million de dettes pour qu'on te frise ton passeport. 62 000 $, c'est pas grand-chose. Et puis, si ça fait 20 ans que tu vis plus aux États-Unis et que tu n'as pas de passeport, ils s'en foutent. Alors là, et puis surtout, ça cumule. Si ça fait 20 ans que tu vis plus aux États-Unis que t'as pas déclaré, et que tu te rappelais, tu savais pas qu'il fallait faire les déclarations et tout ça, enfin, ça va vite, 62 000 $. Non, mais absolument. Donc, et là, tout ce que tu pourras obtenir au consulat américain, c'est un laissez-passer pour rentrer, pour payer tes impôts. Pour rentrer aux États-Unis, pour aller t'expliquer avec l'IRS qui veut vraiment beaucoup parler avec toi. Donc c'est vraiment un risque. Donc clairement, je pense qu'on va que plus vous attendez pour partir, et plus ça va être dur. Mais après, in fine, je pense que les États vont échouer à maîtriser vraiment ce phénomène. Il est optimiste. Non, mais il suffit de voir comment ils arrivent à lutter contre l'immigration illégale pour comprendre qu'ils vont avoir du mal à lutter contre l'émigration illégale. Ouais. Même s'ils arrivaient à rendre toute immigration illégale, ils n'arriveraient pas à gérer. Mais quand même, ça veut dire que plus vous attendez, plus il y aura de la friction. Et que ça sera plus dur, oui. Et plus vous risquez de vous faire ponctionner une partie de votre patrimoine en partant avec les edicts tax, les machins, les trucs. Mais donc, sur cette... Si vous voulez pas avoir à quitter votre bateau dans un radeau de fortune, comme les Nord-Coréens ou les Cubains, il faut partir maintenant. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Mais bon, ça serait le pire. Non, mais oui. Par contre, ça montre bien que l'humain, s'il veut pas supporter quelque chose, il est prêt à partir. Il est prêt à partir. C'est juste que vous pouvez partir en avion tout de suite pour 600 € et que demain, ça sera peut-être en bateau. Ouais. Voilà. Mais dans le cas le plus extrême. Et donc sur l'impôt sur la nationalité, donc il y a eu un rapport de 90 pages de l'Assemblée nationale en 2019 sur le sujet, parce que notamment Jean-Luc Mélenchon, ça fait des années qu'il pousse ça. Coquerel, et c'est les deux personnes là qui ont fait sur l'impôt, les deux rapporteurs, c'était Coquerel. Ah, là tu parles de la commission. Non, là je confonds. Tu parles de l'amendement qui a été voté en 2024 et qui avait fait les choux gras dans la presse. Mais d'ailleurs, j'étais très étonné. Mais c'était un travail qui avait été fait dans les années 2020, il me semble. Oui, alors, mais j'étais très étonné du fait que tout le monde en parle à ce moment-là, parce que le même amendement avait été voté en 2023 et personne n'en avait parlé. Donc, je sais pas pourquoi. Mais donc, il y a eu un rapport en 2019 sur le sujet qui a vraiment étudié en détail cette possibilité d'imposer la France, les Français sur la nationalité. Et je te donne la conclusion du rapport. C'est pas possible de faire comme les Américains pour 5 raisons majeures. Première raison, la France n'est pas aussi puissante que les États-Unis, donc c'est pas aussi facile de mettre ça en place. Deuxième raison, il faudrait renégocier chaque traité fiscal, parce que tu peux mettre ça dans ta loi nationale, mais c'est les traités fiscaux qui l'emportent. Et le problème, c'est que ils peuvent en renégocier que quelques-uns par an. La France a 125 traités fiscaux. Donc ça prendrait des décennies, littéralement, pour tout renégocier. Et en plus, les États voudraient quelque chose en échange. Donc, c'est même pas sûr que la France soit gagnante. 3, c'est pas sûr que ça rapporte plus que ce que ça coûte, comme le FATCA l'a montré. 4, clairement, il y aurait une forte augmentation du nombre de Français qui renoncent à leur passeport. On le sait parce que quand les Américains ont mis en place le FATCA, il y a une explosion du nombre d'Américains qui ont renoncé à leur passeport. Et 5, ça contrevient au principe de l'Union européenne. Donc, dans tous les cas, ça s'appliquerait pas dans l'UE. Ce qui fait quand même 26 pays
où tu pourrais t'établir. T'imagines le nombre de failles que ça ouvre. Ça veut dire que quelqu'un qui voudrait pas, un Français qui voudrait pas subir ça, il irait dans un pays de l'UE, par exemple, faiblement fiscalisé, il choperait le passeport de ce pays, il renoncerait à son passeport français, et comme il serait citoyen de l'Union, il pourrait quand même aller revivre en France quand il veut. Donc on voit bien que c'est complètement ridicule. Je comprends. Mais malgré ça, et du coup, justement, quand j'ai fait ma vidéo, je renonce, et parce que moi, j'ai vraiment signé devant notaire pour renoncer à ma nationalité française. Parce que t'as fait... je suis dans le process pour obtenir un autre passeport, effectivement. Enfin, j'en ai déjà d'autres, mais un de plus pour lequel il fallait justement signer comme quoi on renonce à sa nationalité française. Et du coup, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un peu extrême parce que quand on prend tes arguments, on les entend bien. Après, moi, j'ai pas envie d'être attaché en fait à un pays. Si j'ai la possibilité, j'ai déjà suffisamment de passeports pour être tranquille, en gros. Si j'ai cette possibilité, j'ai pas besoin d'être attaché à un pays dont le sport national, en fait, c'est de créer de l'impôt, d'emmerder ses citoyens. Et on sait jamais, en fait, avec toutes ces monnaies numériques qui vont arriver, ce qu'ils pourront faire. Ça va être incroyable, ça, à mon avis. Oui, alors, alors dans ces cas-là, la seule protection, ce sera d'être hors système et d'être en crypto, etc. Mais j'ai pas envie de vivre comme James Bond, tu vois. Je veux être tranquille. Mais tu sais, c'est à surveiller. Là, je pense que personnellement, je trouve ça un peu prématuré de renoncer au passeport français. Si jamais, effectivement, ils essaient de ils mettent en place une taxation sur la nationalité, je renoncerai à mon passeport. C'était ma question. Ouais. Je ferai pas de gaieté de cœur, honnêtement, parce que c'est quand même mes racines, tu vois, et tout ça. Mais j'ai envie de te dire un truc. Avec ou sans ton passeport. Ton passeport, c'est écrit dessus, c'est la propriété de l'État. Ouais. Ce bout de papier, c'est pas ça qui te définit en tant que Français, en fait. Ah, tout à fait. Non, mais je suis Donc, tu resteras plus français que certaines personnes qui ont le passeport français en France. Oui, bah écoute... avec ou sans ton papier, en fait. Écoute, je renoncerai pas de gaieté de cœur, mais je le ferai parce que, pour moi, je veux dire, une imposition sur la nationalité, ça veut dire que vous êtes en prison partout où vous allez. Et c'est littéralement, pour moi, un retour au servage, en fait, qui avait lieu au Moyen-Âge. Parce que, au Moyen-Âge, les paysans, c'était la propriété de leur seigneur. Et il fallait qu'ils demandent la permission quand ils allaient voyager, qu'ils sortaient du fief et tout ça. Et je trouve ça intolérable, en fait. C'est du néo-féodalisme, enfin, littéralement. Donc, par principe, je renoncerai. Après, honnêtement, là, je pense que c'est un peu prématuré de le faire. Moi, ça tombait. C'est fou. Hein, et en fait, ça tombait la semaine où il y a eu justement l'amendement. Ouais, cet amendement, c'est juste un amendement. Il a même pas été débattu à l'Assemblée. Il fallait que je signe ça. D'accord. C'était pas une réaction épidermique à ça non plus. D'accord. Bon, c'était aussi un peu la petite goutte. Okay. Ça allait bien dans le bon sens pour moi. Mais et voilà. Et c'est parce que je suis couvert en termes de passeport, mais. En fait, par contre, le rapport préconise, il dit qu'il y a d'autres manières, des formes plus douces. Donc, il dit, par exemple, on pourrait faire comme l'Espagne et le Portugal. L'Espagne et le Portugal, ils ont une liste noire des paradis fiscaux, dont les Émirats font partie, par exemple, le Panama aussi. Et si tu vas, en tant que citoyen portugais, espagnol, vivre dans un de ces pays, pendant 5 ans, tu es censé continuer à payer tes impôts. C'est les impositions limitées étendues, c'est ça? C'est comme ça qu'ils appellent ça, il me semble. Oui, je sais plus le nom exact. Je crois que c'est leur terme, leur jargon. Après, voilà, si vous avez aucune intention de retourner, dans les faits, le risque est faible, mais bon, il faut le savoir. Il y a aussi renforcer l'exit tax, même si on a vu ça rapporte rien. Il y a, alors le rapport dit, on pourrait quantifier le coût de l'éducation et des services rendus par l'État et faire payer aux gens qui s'en vont ça. J'ai trouvé ça très intéressant parce que les auteurs du rapport se rendent pas compte que ça ouvrirait la boîte de Pandore qui consiste à se demander si le coût qu'on paye pour ces services vaut le coup. Ouais. Et là, la notion de service public, on prend un coup quand même. Et puis il y a d'autres préconisations comme ça. Donc ça, c'est possible. Mais nous, par exemple, on est complètement protégés de ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on est parti. Ce genre de mesures ne toucherait pas, par exemple. Donc, honnêtement, le risque me paraît faible. Ça reste à surveiller. Le vrai risque pour moi, sur le long terme, c'est que l'Union européenne décide de le faire. Parce que là, pour le coup, ça serait une entité qui aurait la puissance nécessaire pour le faire. C'est un gros bloc, ouais. Mais le truc, c'est que il faudrait l'unanimité. On voit bien qu'au niveau fiscal, l'unanimité, c'est extrêmement difficile à obtenir dans l'UE. Et puis, il n'y a aucun pays qui fait ça aujourd'hui. Donc, honnêtement, je pense que ça ne va pas se produire avant des décennies. On parle au moins minimum 20 ans, probablement plus 30 ou 40. Et très optimiste. Et d'ici là, toutes les forces de disruption des États auront eu le temps d'être mises en œuvre. Donc, il y aura eu aussi ce changement de paradigme qui aura commencé à s'opérer, les cryptos qui auront pris une part de plus en plus importante dans l'économie, etc. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'euro numérique, je pense que c'est un véritable danger et qu'il faut être très vigilant là-dessus, mais que dans les faits, il y a déjà la parade, c'est les cryptos. Ouais, mais s'il y a une espèce de contrôle d'échange qui te laisse pas faire du on-ramp pour acheter des cryptos, c'est comme... Oui, il y y aura toujours un marché noir. Je prends l'exemple de Ils ont essayé d'interdire tout. Voilà. Je sais bien. Je prends l'exemple de la guerre contre les drogues. Oui. Depuis les années 70, ça marche pas. Rien que les Américains, ils ont dépensé 1000 milliards de dollars contre ça.
Ça a été la priorité nationale pendant des années. Encore aujourd'hui, c'est ultra facile de se procurer n'importe quelle drogue dans n'importe quelle ville occidentale. Des villes, notamment en Californie, où tu as des zombies, des rues entières de zombies qui se piquent en pleine rue et ils dépensent des milliards pour ça et ils vont pas chercher cela déjà. Mais je veux dire, même en Europe, dans tout l'Occident, c'est ultra facile de se procurer des drogues. Je sais bien qu'il est très difficile d'interdire que ce soit pour les drogues, la prostitution, peu importe. Donc il y aura toujours des cryptos et les gens vont toujours trouver. Il y aura toujours un truc. À chaque fois que ça a été interdit, il y a eu un marché noir. Ce qu'il faudra dire, alors, dans ces cas-là, c'est que la masse se fait couiller à chaque fois, en fait. Ceux qui arriveront à s'extirper, en fait, de ces interdictions, de ce contrôle d'échange. C'est sûr que c'est mieux que ça soit autorisé plutôt que de sortir du marché noir. Ouais. Mais regarde la prohibition. Oui, la prohibition n'a pas fonctionné. C'est le seul amendement des États-Unis à la Constitution qui a été annulé. Parce que même le puissant État américain n'a pas réussi à faire en sorte que sa population arrête de boire. Non, mais je veux dire, et finalement, ça profite aux mafias. Ça a duré quoi, 15 ans, la prohibition, avant qu'ils se rendent compte que ça marchait pas, parce que il y avait tellement d'Américains qui buvaient que ça encrassait le système judiciaire américain, qui pouvaient pas s'occuper des affaires plus sérieuses. Ça a alimenté une massive industrie criminelle, Al Capone, tout ça. Et du coup, c'était complètement contre-productif, en fait. Ouais. Et en plus, l'alcool était un peu, dans de nombreux cas, de moins bonne qualité. Tout ça. Ouais. Voilà, donc ça crée des problèmes de santé. Enfin, c'était un fiasco, la prohibition. C'est bien pour ça que ça a été annulé. Est-ce qu'ils avaient quantifié le niveau d'alcoolisme, le pourcentage de la population alcoolisme avant et pendant? Alors, probablement, j'ai pas regardé, j'ai pas vu ça, mais ça serait intéressant. Donc, tu vois, de toute façon, en fait, quand l'État essaie d'interdire l'offre, mais sans réduire la demande, ça ne marche pas. Ouais. Parce que quand il y a une demande, il y a une demande. Et il y aura toujours quelqu'un pour te proposer l'offre, même si c'est illégal, même si les peines sont extrêmement sévères. On le voit avec les drogues. Bah oui. Les peines sont très interdit. Sévères. C'est marqué en bas des immeubles en France, four, ou je sais plus comment ils appellent ça, en gros, un point de deal, quoi. C'est marqué dessus. Ah oui. Avec les prix. Ah bah oui. Ah ouais. Ah bah ça, je sais pas. C'est là où je te trouve trop optimiste. c'est partout, tout le monde le sait, qu'il y a des endroits en France où sur les murs des immeubles, c'est marqué les prix pour tel type de drogue, etc. Donc la police passe devant et sait. Ah ouais. Non, mais de toute façon, c'est un secret polichinelle. C'est même pas un secret. Je veux dire, bon, vraiment, tu te balades à Lisbonne, même ici à Marrakech, tu te balades, t'as des gens qui te proposent hashish ou autre chose. À Lisbonne, t'en as qui dit hashish, cocaïne, machin. Enfin, je veux dire, c'est ultra simple de se procurer. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. C'est voilà. Donc, c'est pour ça que après, c'est vrai que le risque, c'est la surveillance constante par des caméras intelligentes, reconnaissance faciale, IA, là où l'État pourrait vraiment devenir omniprésent. Mais même, et avec des sanctions qui seraient appliquées. Tu vois, par exemple, aux Émirats, ça dissuade vraiment, à mon avis, quelqu'un qui consommerait de la drogue habituellement. Ouais, mais oui, mais tu sais que... Il y a quand même des gens qui prennent de la drogue. Ah, ok. Oui. Ah, j'aurais cru que justement, les gens... Je me suis retrouvé sur un bateau il y a pas longtemps, dans une fête, et ça sentait la bœuf. Mais c'est chaud, en vrai. Bah oui, non, mais complètement. Non, mais je veux dire, c'est ça qui est dingue. Même dans les pays... Tu regardes en Arabie Saoudite où boire de l'alcool c'est sévèrement puni, il y a quand même des gens qui font de la contrebande. La prostitution est interdite et en Arabie Saoudite, c'est un des pays où il y a le plus de prostituées. Donc tu vois que même dans les pays où c'est, même à Singapour, c'est puni de mort. Le trafic de drogue, t'as quand même les trafiquants de drogue qui y vont. Ouais. Je veux dire, c'est ça qui est dingue. Ouais. C'est que même dans la pire sanction, c'est la peine de mort. Ça dissuade des gens, mais pas tout le monde. Il y a toujours des gens fous pour vendre, il y a toujours des gens pour acheter. Donc, c'est aussi encourageant dans le sens où et j'avais étudié d'ailleurs comment fonctionnait tout ce qui est crime et illégalité en Chine, et ça, parce qu'aujourd'hui le gouvernement chinois a vraiment un pouvoir écrasant, et ça continue parce que notamment il y a une mafia qui paye la police, donc il y a de la corruption et tout ça, et donc alors c'est triste dans le sens où ça alimente une industrie criminelle, mais c'est optimiste, ça nous donne de l'optimisme parce que même un État comme ça est quand même contraint. Après, quand la police, ça sera des robots, que tout sera automatisé, c'est là où le risque est, tu vois. Et qu'il faut aussi savoir répartir ses actifs dans le monde entier, avoir un état d'esprit multiplié pour pouvoir un peu se protéger contre plusieurs ces dérives. Ouais, exactement. Puis bon, ça serait quand même dommage de partir en prison juste parce que vous avez utilisé Monero ou Bitcoin plutôt que l'euro numérique. Donc voilà. Mais bon, tu vois, il faut quand même nuancer ça. Mais c'est vrai que l'euro numérique, c'est vraiment un danger extrêmement fort et que malheureusement, le logiciel de l'UE aujourd'hui, c'est régulation, contrôle. C'est contre-productif, on le voit d'ailleurs. D'ailleurs, il y a eu le rapport de Draghi quand même qui est sorti l'année dernière et qui a dit, les gars, arrêtez de déconner. On va clairement dans le mur, ils s'en rendent compte. Il faut déréguler. Et là, il y a même au Parlement, ils sont en train de parler d'alléger le RGPD, qui est quand même
la quintessence de la régulation lourde, mal foutue, qui freine l'économie à fond et qui sert pas à grand chose. Hein. Ouais. Je veux dire, il suffit de regarder les cookies qui emmerdent tout le monde et qui servent à rien. Enfin, pas les cookies, mais les bannières de cookies. La bannière, ouais. C'est le symptôme de cette maladie qui est l'excès de régulation en Europe. Toujours en parlant de régulation et de choses qui nous importunent en fait un peu au quotidien, j'avais envie de faire un point un peu sur les KYC, donc Know Your Customer, c'est en gros le process de connaître son client quand il rentre dans une institution financière. Je crois que c'est également quelque chose qui t'importune au quotidien. Tu as vu, hein, j'y consacre de nombreuses pages. Ouais. KYC AML, qui est en gros l'anti-blanchiment d'argent. Exactement. Donc ouais, bah alors ça c'est donc faut savoir que dans les années 70 par exemple, il y avait pas ces régulations là et que les banques n'avaient pas besoin de comprendre ce que vous faisiez en fait. Si vous receviez 1 million sur un compte, c'était pas, tout le monde s'en foutait. C'était votre business et puis voilà. La banque n'avait pas besoin de comprendre d'où ça venait, pourquoi vous receviez ça, quel était votre business model et tout ça. Donc, et on avait par exemple des pays comme la Suisse qui proposaient des comptes numérotés où les employés de base ne connaissaient même pas l'identité du détenteur du compte. C'était juste quelques cadres dans l'entreprise qui avaient ça. À partir des années 80. Et des années 90, il y a le KYC et l'AML qui ont été mis en place. À la base, le but, c'était d'empêcher les criminels d'utiliser les trafiquants de drogue, les terroristes, d'utiliser le système financier mondial. Et donc, on a dit aux banques, en gros, à partir de maintenant, vous devez comprendre qui est votre client, d'où vient l'argent. Laissez pas passer des trucs comme ça sans comprendre, quoi. Et donc on a du recul parce que ça fait entre 30 et 40 ans que ça a été implémenté, même si ça s'est renforcé au fur et à mesure. Et c'est une catastrophe absolue. Mais c'est juste du délire quand on regarde les chiffres. Je les donne en détail dans le livre. C'est le coût annuel, c'est des centaines, enfin des milliers de milliards de dollars. Pour les banques, pour les institutions financières. Pour les banques, les institutions et même l'économie, parce que ça a des coûts indirects démentiels, parce qu'en fait, il y a des gens qui se font fermer leur compte, il y a des gens qui n'arrivent pas à ouvrir de compte, ça fait perdre du temps à tout le monde, enfin, c'est juste horrible. Et puis quand ton compte est fermé, ça peut mettre plusieurs mois, donc ça peut foutre en l'air ton business. On en parlait, il y a des gens qui se sont fait fermer leur compte BusinessWise, et ils avaient besoin de trésor, il y avait l'argent dessus. Ils ont fermé leur business, c'est ridicule. Et puis c'est contre-productif en vrai pour Wise. C'est juste qu'ils ont une pression tellement énorme derrière qu'ils sont obligés de fermer des comptes. Mais en soi, businessment parlant, c'est une aberration. Oui, mais c'est parce que ils se font taper sur les doigts, ils se tapent des amendes démentielles. C'est pas qu'ils se feraient, c'est juste qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts, donc ils préfèrent écarter tout profil à risque. Là, je pense que 90% des gens qui se font fermer leur compte Wise, peut-être même plus, je dirais peut-être 99% des gens qui se font, ils ont rien à se reprocher. C'est juste des automatismes chez Wise ou peu importe la fintech, on va pas taper que sur les doigts de Wise, en vrai il y a pas mal de fintech qui ferment des comptes sans raison, c'est juste qu'ils estiment que le niveau de risque est trop gros ou voilà. Oui, parce que un client normal chez Wise ça va rapporter quelques dizaines d'euros par mois, mais s'ils se font prendre sans avoir implémenté ces procédures-là, c'est des amendes qui peuvent être de millions d'euros. Enfin, il faut s'en rendre compte. Donc, le rapport de force, c'est clairement pas. Mais là, je sais même pas si on parle de procédure parce que t'as le KYC, le fait de connaître le client, mais possiblement ils ferment parce que des mouvements trop importants, trop réguliers, etc. Tu vois, trop d'argent, ça fait un peu peur. Ça devient un cas, un dossier. Tu vois, mais c'est pas rationnel. Beaucoup de gens chez Wise ceux que je connais qui se sont fait fermer leur compte Wise, souvent c'est parce que ils avaient des volumes entrants sortants importants, ils avaient des business qui fonctionnaient bien, merde, et du coup c'est des sommes importantes, donc c'est un risque important. En fait, je suis sûr que Wise préfère des petits clients, tu vois, des gens qui ont 1000 euros sur le compte, parce qu'en vrai s'il y avait un problème ça irait pas loin. Mais voilà, du coup tu vois, donc c'est anti-business. Là on fait une parenthèse, mais du coup c'est facile de comprendre comment tu réduis ton risque. C'est que tu fais chauffer ton compte d'abord, tu vas tranquille, tu ouvres plusieurs comptes en même temps, comme ça tu divises les flux. Quel monde de comptes. C'est tellement débile. Mais ouais, bref. Donc quand tu regardes les résultats de ça, en gros, les sommes qui sont confisquées des criminels grâce à ce système, ça représente moins de 1% des coûts du système. Okay. Donc ça coûte 100 fois plus que ce que ça rapporte directement. Ça emmerde tout le monde, ça ralentit l'économie. Exactement. Et là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais Olivier, tu comprends pas. Ok, bon, il n'y a pas beaucoup d'avoirs criminels qui sont saisis avec ça, mais c'est la prévention. Du coup, les criminels, ils n'arrivent pas à utiliser le système financier et il y a moins de criminels. » Mais les gars, la cible principale de ces régulations, c'était les trafiquants de drogue. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui de se procurer de la drogue qu'au début des années 80 ?
Non. Donc ça marche pas. Enfin, je veux dire, c'est QFD. Au bout d'un moment, faut arrêter de rester dans sa tour d'ivoire à faire des équations. Enfin, il suffit de regarder la réalité du terrain. Ouais. Ça ne marche pas. Les criminels, les trafiquants de drogue, ils arrivent facilement à blanchir leur argent. Et encore une fois, c'est ultra simple de se procurer de la drogue. Donc, faut arrêter. Ça ne marche pas. Et en fait, c'est plus les États gardent ça surtout pour contrôler la population. Pour contrôler leur population. Ouais. Et clairement, et je veux dire. Il y a eu des recherches scientifiques vraiment pointues sur le sujet, hein, c'est pas moi qui sors ça de mon chapeau. Il y a une méta-analyse notamment que j'étudie en détail dans mon livre de 2020 qui montre que c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas. Et que ça crée des drames dans la société, dont on en parlait, des gens qui se font fermer leur compte, des gens qui n'arrivent pas à ouvrir leur compte, qui sont n'importe quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a été une des motivations premières pour la création des cryptos. Ouais. Satoshi Nakamoto était clairement inspiré par les idées libertariennes et d'ailleurs dans le blog originel de Bitcoin, il cite le fait que c'était Chancellor on the brink of second bailout for banks, donc ça veut dire que le ministre des Finances britannique était sur le point de sauver une deuxième fois les banques britanniques. Donc on voit bien qu'il dénonçait l'ingérence du système dans le système financier, qu'il voulait, on devine à travers cette citation qu'il voulait séparer la monnaie et l'État, ce qui à mon avis va apporter beaucoup de valeur à l'humanité, comme la séparation de l'Église et de l'État l'a été. Mais donc voilà. Mais on voit des signes quand même aujourd'hui de gens qui résistent à ça. Milei, il a annoncé là il y a quelques jours que par exemple il allait beaucoup assouplir toutes les règles KYC AML en Argentine, que pour le cash il y avait plus avoir besoin que les banques envoient des déclarations automatiques quand tu prenais $3,000 par exemple et tout ça, que tu n'avais plus besoin de prouver l'origine des fonds et tout. Et il a dit, ça c'est intéressant, c'est le rôle du système judiciaire et pénal de pourchasser les criminels, c'est pas le rôle de l'économie. Et il a tellement raison. C'est pas le rôle de l'économie. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est une dérive totalitaire des États qui ont essayé de transformer en armes les rails économiques et toute la structure économique, et ça ne marche pas. Donc, c'est un système qui est vraiment insidieux et qui emmerde tout le monde. Et je veux dire, on s'est tous fait emmerder pour des conneries. On a tous eu un compte. Je pense que y a personne qui a fait du business web qui a pas eu un compte qui a sauté ou un processeur qui a sauté. Tous. Moi, je me suis fait fermer mon compte broker chez Saxo Bank, par exemple. Ok, ouais. Pour des conneries. Je veux dire, je suis pas un trafiquant de drogue. Tu vois, je suis un entrepreneur normal. Ça va, cool. Je respecte les lois. Voilà. Oui, je suis faiblement fiscalisé, mais c'est légal. Tu vois, il y a rien d'interdit là-dedans. Enfin bref. Donc, on s'est tous fait emmerder pour des conneries par des banques qui nous demandaient la taille de nos chaussettes pour un virement. C'est ça, ou le groupe sanguin de notre grand-mère. Ouais, mais c'est ça. Mais heureusement, il y a d'autres pays qui sont plus accueillants. Comme tu viens de dire, là, l'exemple avec Milei en Argentine. Et puis surtout, il y a les cryptos. Et puis, il y a les cryptos. Qui permet de complètement squeezer tout ce système. Alors, c'est vrai que le système on-off-ramp, par contre, il est très surveillé. Ouais. Mais une fois que tu es dans l'écosystème crypto, c'est génial. Alors là, aucune contrainte. Oui, on-ramp et off-ramp, si tu peux expliquer, c'est le fait de passer du fiat, de la monnaie que vous avez habituellement, à la crypto. Ouais. Voilà. Ou vice-versa. Et tu sais que tu trouves quand même des systèmes on-ramp, off-ramp qui sont décentralisés et que, par exemple, en P2P, par exemple, en peer-to-peer. Donc, par exemple, tu as Hodl, tu as Bisq, que tout le monde peut télécharger sur son ordi qui passe par Tor. Okay. Et là, ça te connecte à des particuliers. Alors, par contre, tu es limité en termes de ce que tu peux acheter parce que tu fais des virements de particulier à particulier. Mais par exemple, à Dubaï, tu peux facilement acheter des cryptos en cash. Et si c'est pas trop gros, ils te demandent de rien, tu vois. Ok, donc, dans des bureaux de change de type bureau, enfin, je dis bureau de change. Il y a des sociétés spécialisées là-dedans. Ouais. Il y a des pays, après, il y a des à Panama, par exemple, tu as des bureaux de change où ils prennent Bitcoin. Enfin, voilà, en fait, c'est tellement mondialisé que tu peux pas contrôler. En Géorgie où je suis allé, tu as des ATM, donc des distributeurs automatiques Bitcoin. Il y a aucun KYC. Tu peux acheter ce que tu veux. Par contre, le taux est pas très favorable. Ce que j'allais dire, c'est que dans le P2P, l'un des problèmes, c'est ça coûte plus cher. Souvent, ça coûte plus cher. Oui, mais les gens qui sont pour ça vont te dire, non, c'est le prix de la tranquillité. Tu as un discount pour te faire surveiller. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Mais bon, effectivement, ça coûte plus cher. Mais tu sais, bon, sur le Bitcoin, vu que moi, alors, je sais pas si on va avoir vraiment le temps de voir pourquoi, mais pour moi, je suis convaincu qu'il va atteindre 1 million un jour, je sais pas quand, mais donc que tu l'achètes aujourd'hui 110 000 ou 112 000, c'est pas ça qui va faire une grosse différence sur le long terme. Oui, tout à fait. Donc, du coup, sur le long terme, les quelques pourcents que tu payes en plus avec du P2P ou en allant chez une espèce de bureau de change, ça n'a pas d'importance. Enfin, le dernier point que je voudrais aborder, et c'est dans les derniers chapitres de ton livre, je crois que c'est à partir du 11, c'est sur les prévisions que tu fais pour les États de demain, puisque on se rend compte quand même que toutes ces formes de gouvernance qu'on a expérimentées là sur le dernier siècle, ça fonctionne pas très très bien.
Non. Bah, c'est devenu de plus en plus obsolète. Ouais, c'est obsolète, c'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Et du coup, tu as étudié quelles sont les formes d'État de demain. C'était également quelque chose de très intéressant dans ton livre. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de... Oui, donc il y a plusieurs nouvelles formes de gouvernance qui sont aujourd'hui envisagées. Je vais parler des deux principales. Tu as les cités libres et les États réseaux. Alors, les cités libres, c'est très intéressant. À la base, c'est une idée. C'est Paul Romer qui a eu le prix Nobel d'économie en 2018, qui a imaginé le concept de Charter Cities. Il a fait une présentation TED en 2009 là-dessus. Et le concept, c'est le suivant. Imaginons que tu prends un pays en voie de développement qui a du mal à décoller économiquement. Donc, il prend l'exemple de Madagascar dans sa présentation. Et que ce pays, Madagascar, fait un deal avec un pays qui, lui, est beaucoup plus riche. Par exemple, le Canada. Et qui dit au Canada, voilà, on vous donne ces 100 km² dans la jungle où il n'y a rien, on vous fait une concession de 99 ans, comme par exemple c'était le cas avec Hong Kong et la Grande-Bretagne, et puis vous faites ce que vous voulez. Les lois du Canada vont s'appliquer sur ce territoire. Tout ce qu'on vous demande, c'est que les Malgaches aient le droit d'aller vivre là, parce que ça reste un territoire de Madagascar, mais sur lequel les lois du Canada s'appliquent. Et là, c'est intéressant parce que, en fait, du coup, ça va rassurer les investisseurs internationaux parce que c'est les lois du Canada qui s'appliquent. C'est une super opportunité. Ça va créer une ceinture de prospérité autour de la zone et les Malgaches vont pouvoir émigrer légalement dans leur propre pays, dans une zone avec des meilleures règles, en fait, tout simplement. Parce qu'un des gros problèmes des pays en voie de développement, c'est que souvent, il y a une grosse partie de la population qui émigre chaque année et souvent qui vont immigrer illégalement dans d'autres pays. Et tu vois, il y a des gens du gouvernement du Honduras qui ont vu cette présentation et qui se sont dit, mais c'est génial, parce qu'au Honduras, il y a vraiment des dizaines de milliers de personnes qui, tous les ans, typiquement, essaient d'immigrer illégalement aux États-Unis. Ils se sont dit, mais tiens, si on faisait un deal, par exemple, avec les États-Unis pour créer une zone États-Unis au Honduras, ça permettrait de donner les mêmes perspectives aux gens, mais ils resteraient dans le pays, tu vois. Et donc, ils ont contacté Paul Romer pour mettre ça en place. Et au final, ça s'est pas fait pour des tas de raisons. Et quelques années plus tard, il y a un entrepreneur allemand qui s'appelle Titus Gebel qui a tombé sur le concept et qui s'est dit, mais c'est génial comme concept, mais pourquoi tu aurais besoin d'un État, en fait? Tu peux imaginer le même genre de deal, mais avec une société privée. Et c'est là que lui, donc sur cette fondation, il a bâti le concept de cité libre. Il explique ça dans un livre qui s'appelle Cité privée libre, qui a d'ailleurs été traduit par un membre de mon équipe. Et en gros, le concept, alors il y a deux niveaux, c'est très intéressant. Déjà au niveau méta. L'idée, c'est que à terme, il y ait des centaines de cités libres différentes et qu'elles permettent de tester des nouveaux systèmes de gouvernance. L'idée, c'est de fournir un écosystème qui soit dans une compétition amicale darwinienne qui permette de très vite avoir des innovations au niveau de nos systèmes de gouvernance et qui se fasse sans révolution, sans effusion de sang et sans avoir besoin de remporter des élections, en fait. C'est juste un deal que tu fais avec un pays qui a tout à gagner à ça. Donc, par exemple, c'est ouvert à tout le monde. Tu es libertarien et tu veux créer une utopie libertarienne, vas-y. Tu es marxiste et tu veux créer une utopie marxiste, vas-y, tu vois. Bonne chance. Voilà, non mais bonne chance, tu vois, mais et les gens de gauche vont dire bonne chance pour les libertariens, donc c'est la même chose, tu vois. Là, l'idée, c'est que tu testes concrètement sur le terrain et tu vois ce qui marche. Et il n'y a pas de débat, c'est tester, tu vois, et on n'est pas en train de faire des plans sur la comète et de couper des cheveux en quatre, c'est tester sur le terrain. Tu vois ce qui marche ou pas. Et donc, très vite, en fait, ça va amener des innovations en service de gouvernance qui vont être incroyables. Ça va être un peu comme de créer un écosystème de start-up, mais pour les États. Ça, c'est le niveau méta. Et lui, ensuite, au-delà de ça, Titus propose son propre modèle à tester, qui est en train, aujourd'hui, d'être mis en place au Honduras. C'est la cité libre de Prospera sur l'île de Roatán au Honduras, que j'ai eu l'occasion de visiter pendant 15 jours en février 2024. Et donc c'est du concret, c'est ça qui est bien. Ah, c'est du concret. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est pas juste c'est pas juste quelqu'un qui a écrit un livre, qui rêve. Exactement. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Absolument. Donc, et Prospera est très, très innovante sur des tas de sujets. Déjà, c'est le seul endroit du monde dans lequel il y a un vrai contrat social. Donc, les démocraties occidentales se sont bâties sur l'idée qu'il y a un contrat social, donc un ensemble de droits et de devoirs qui régit les interactions entre l'État. Modifié en continu sans consentement. Alors, exactement. Donc, ça a été théorisé notamment par Rousseau, donc Cocorico. Mais voilà, le problème, c'est un contrat, ok, elle est où ta signature? Il n'y en a pas. Et l'État peut changer ça quand il veut. Donc, vous connaissez beaucoup de contrats qui peuvent être changés unilatéralement comme ça sans votre accord. C'est pas vraiment un contrat. Donc, Prospera, quand vous allez devenir résident chez eux, il y a un contrat. Alors, il y a 1500 pages, si je me rappelle bien, mais la moitié est en anglais et espagnol. Donc, c'est quand même
750 pages peut-être de texte à lire, c'est beaucoup. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à part dans certains domaines vraiment très petits et dûment identifiés, il y a une fois que vous avez signé le contrat, Prospera ne peut pas changer une ligne sans votre accord. Ça, c'est quand même incroyable. Ça donne une sécurité juridique incroyable. Et il s'est bien spécifié le montant maximum d'impôt qui peut être mis en place. Donc, alors, si je me rappelle bien, maximum 12% d'IS, 5% de TVA, 1% de taxes de propriété. Et l'État n'a pas le droit de s'endetter de plus de 20% par rapport au PIB, des trucs comme ça. Je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'est quelque chose comme ça. Donc c'est très raisonnable. C'est très raisonnable. Par contre, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Ils ne sont pas à ces niveaux-là. C'est le maximum théorique. Oui, c'est le maximum théorique. Donc tu sais que déjà, rien que ça, les États devraient s'en inspirer, mettre dans leur constitution des taux maximum. Bon, bref, c'est une parenthèse. Ensuite, il n'y a pas de monnaie légale. C'est le marché qui décide. Vous pouvez utiliser n'importe quelle monnaie à partir du moment où le business en face accepte, c'est OK, y compris des crypto-monnaies. À Prospera, absolument tous les business acceptent le Bitcoin et même certains acceptent l'Ethereum. C'est incroyable. J'ai payé une entrée de soirée en Ethereum. C'est fou quand même. Suivant comment le cours évoluera, tu t'en prendras peut-être les doigts un jour. Oui, c'est pas grave. C'est comme la pizza. Oui, mais c'est pas. En Bitcoin, j'ai payé des cafés, des bières, des visites touristiques, des restaurants. Et c'est suffisamment peu cher pour que ce soit pas très grave. Ouais. Et je suis content de contribuer à l'écosystème. D'ailleurs, avec le réseau Lighting, il y a des gens qui pensent encore qu'il faut attendre 10 minutes et ça coûte une blinde. Les gars, si vous pensez ça, vous êtes resté bloqué en 2017, vous n'êtes pas renseigné depuis. Maintenant, il y a le réseau Lighting qui est une surcouche au réseau Bitcoin. Vous payez en quelques instants, mais c'est comme une carte bancaire. Hein. C'est instantané et ça coûte quelques centimes. Hein. Franchement, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. C'est vraiment c'est un bon système de paiement. Et ce qui est génial à Prospera, c'est que les employés des boîtes sont vraiment formés à ça. Ils sont très contents de toucher des pourboires en Bitcoin aussi et tout. Bon, bref. Donc ça, c'est une autre innovation. Autre innovation, vous pouvez choisir vos lois. C'est-à-dire que si vous créez un business, vous pouvez choisir quelles sont les lois qui s'appliquent parmi une shortlist de 60 pays développés. Donc vous pouvez dire, OK, j'ouvre un restaurant qui suit les lois du Canada, j'ouvre une officine de dentiste qui suit les lois de la Corée du Sud, je fais de l'immobilier en suivant les lois du Japon. Voilà, ça c'est incroyable. Vous pouvez aussi suivre les lois du Honduras ou les lois de Prospera si vous voulez. Et vous pouvez même proposer vos propres régulations. Et dans ce cas-là, il faut que le conseil de Prospera accepte. Et vous pouvez même choisir de ne suivre aucune régulation. Mais dans ce cas-là, vous suivez le common law, parce que c'est le common law qui s'applique. Et il faut, par contre, chaque business à Prospera doit se faire assurer. Il faut trouver une assurance qui accepte de vous assurer. Mais si vous êtes dans un business low risk, comme c'est le cas pour nous, parce que nous, si quelqu'un ne suit pas les instructions de formation, il ne va pas se tuer, par exemple. Ouais. Tu vois, donc, le risque est extrêmement faible, hein, je veux dire. Donc, là, vous pouvez peut-être ne suivre aucune régulation et trouver une assurance qui vous assure. Donc, c'est quand même, tu vois, très, très innovant. Et quand je suis allé là-bas, alors c'est encore très petit, hein, surtout que ça a vraiment démarré en 2020 et que du coup, ils ont commencé à démarrer et le Covid est arrivé. Donc, c'était pas le bon moment. Mais bon, aujourd'hui, ils ont quand même plusieurs hectares. Ils ont construit un bâtiment de zéro. Ils ont acheté un terrain de golf avec plein de bâtiments. Donc, c'est quand même... bon, c'est pas énorme, mais il y a quand même du terrain. C'est pas un petit truc, c'est pas un appartement, quoi. Il y a quelques centaines de résidents permanents, donc ça reste petit. Par contre, il y avait plusieurs milliers de personnes en résidents non permanents. Ou irrésidents, ils ont une forme d'irrésidence, il me semble. Alors oui, moi par exemple, je suis résident de Prospera. Je donne les chiffres exacts dans mon livre. Il y a, je crois, 1500 entreprises irrésidentes ou c'est les gens, je sais plus exactement. Mais bref, tu vois que c'est un écosystème naissant, hein, très honnêtement. En fait, moi, je me suis vraiment, quand j'y suis allé, j'avais l'impression d'être un pionnier qui arrivait en Amérique pour la première fois. Tu arrives dans un truc où il n'y a pas encore grand monde et tout reste à faire. Et en même temps, c'était aussi un mix de projets Manhattan parce que les profils sont très intéressants. C'est vraiment des start-upers, des scientifiques, des gens, quand même des têtes, hein, faut le dire. Quand j'y suis allé, il y avait une scientifique de la NASA, il y avait des gens qui avaient des startups en Californie dans les biotechnologies. Alors parce que quand j'y suis allé, il y avait un événement qui s'appelait Vitalia, qui était justement un événement avec beaucoup de conférences et d'échanges sur les technologies de longévité, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vraiment, tu sens une vraie émulsion. Tu sens qu'il se passe un truc. Honnêtement, tu sens qu'il se passe un truc. Ça reste petit, mais il se passe un truc. Vraiment. Je recommande à tout le monde d'aller visiter. Ouais. Et en plus, l'île est magnifique. C'est une île tropicale avec des palmiers, des plages de sable blanc et tout ça. Franchement, c'est sympa. J'ai eu il y a quelques années au téléphone Titus Gebel, justement, qui m'avait dit il faudra que tu viennes faire une vidéo. Donc, j'irai un de ces quatre, je vous ferai une vidéo sur la chaîne. En plus, toi, tu es juste à côté. Vraiment, moi, tu dois être à 2 heures d'avion. J'ai pas d'excuses. Je pense qu'il y a des vols directs jusqu'à Roatan parce que c'est une île très touristique. Roatan, je sais pas, mais Honduras, oui, bien sûr. Bon, moi, j'étais passé par El Salvador. J'étais au Costa Rica. Je suis allé au El Salvador, ce qui m'a permis de le visiter un petit peu. Et je suis allé directement de El Salvador à cet aéroport à Roatan.
Et il y a des vols directs des États-Unis aussi, de Miami notamment. Donc ça va, c'est relativement bien connecté pour une petite île comme ça. C'est magnifique. Pour la plongée, c'est un des meilleurs spots du monde. Ouais, absolument. Donc, vraiment, c'est sympa. Et le Honduras, de manière générale, est un pays où la sécurité est vraiment pas assurée. C'est en gros au niveau El Salvador avant Bukele, mais Roatán, c'est sécure. Enfin, autant que peut l'être un pays d'Amérique latine, quoi. Donc ça va. Moi, je me suis jamais senti en insécurité les 15 jours où j'y étais. Et puis Prospera, par contre, c'est ultra sécure. Ils ont des gardes armés et tout ça. Donc voilà. Donc ça c'est un modèle possible. Moi, je suis investisseur dans Tipolis, qui est la boîte de Titius Gebel là-dedans. Je peux pas trop révéler, mais il y a déjà des projets en cours avec des signatures qui ont été faites. Et il y a d'autres cités libres qui vont être créées. Ouais. Et quand j'étais à Prospera, les gens parlaient beaucoup de créer d'autres Prospera ailleurs. Donc Tipolis est un des investisseurs dans Prospera, mais en fait Tipolis peut créer des cités libres qui n'ont rien à voir avec Prospera ou contribuer à des Prospera qui se répandent. Et donc là, ça amène au concept... ça serait des enclaves dans différents pays, qui seraient des Prospera, encore une fois. Donc tu serais dans le même pays, un peu comme quand tu es en France et que tu vas en Guadeloupe. Oui, tu es toujours en France, en fait. Voilà. C'est juste, tu aurais un territoire d'outre-mer. Ça pourrait être un peu ce format-là. Et donc, avec ton e-résidence ou avec tu pourrais... Alors, avec ta résidence, on peut imaginer à terme que tu aies le droit de vivre dans toutes les Prospera du monde ou que tu aies des démarches facilitées pour avoir les visas dans les pays hôtes, tu vois. Et d'ailleurs, les pays hôtes, on pourrait se demander qu'est-ce qu'ils ont à gagner, des meilleures régulations, une ceinture de prospérité, et il y a toujours un partage des revenus fiscaux qui est envisagé, c'est normal, pour qu'ils y trouvent aussi quelque chose. D'ailleurs, et puis c'est des laboratoires d'une certaine manière pour le pays. Est-ce que ça peut être comparé un petit peu à ce qui a été fait en Malaisie avec Singapour, Hong Kong avec la Chine? Moi, je pense que c'est aussi des portes de sortie pour ces pays-là, d'une certaine manière, parce que l'être humain a toujours besoin d'une porte de sortie, et ces pays-là sont ces portes de sortie d'une certaine manière. Voilà. En plus des laboratoires pour expérimenter à plus petite échelle. Oui, tout à fait. Je pense qu'à terme, il y aura des cités libres qui seront aussi riches que Singapour ou Dubaï. Par contre, là, Honduras, le problème, c'est que donc il y a un gouvernement qui a accepté tout, qui a changé la constitution et tout ça pour permettre ça. Ensuite, il y a un gouvernement d'extrême gauche qui a été élu et qui a essayé de détricoter tout. Et donc là, ils ont pas réussi à faire passer les lois pour annuler le truc parce qu'ils n'avaient pas assez de voix. Mais les juges de la Cour suprême ont estimé que la loi était à la base inconstitutionnelle, alors qu'au début, ils avaient dit que c'était OK. Bon, le problème de ces pays, c'est la corruption, tu peux payer des juges et tout ça. Mais là, il y a un litige en cours à un tribunal international, parce que du coup, il y a eu plus de 100 millions de dollars investis par des investisseurs internationaux, dont beaucoup d'Américains. Donc là, en fait, on est dans une sorte de statu quo. Officiellement, la loi a été déclarée constitutionnelle, mais il y a une zone grise où, en tout cas, pour l'instant, ils s'attaquent pas au projet existant, parce qu'il y a Prospera, puis il y a une autre cité libre qui est Ciudad, je me rappelle plus, mais elle qui est en mainland et qui s'adresse plus aux Honduriens. Tu vois, bon. Bref, et pour l'instant, ils y touchent pas. Et ils ont peur d'ailleurs de la réponse des États-Unis, parce qu'il y a énormément d'investisseurs américains, dont Brian Johnson, le créateur de Coinbase, Balaji, etc. Donc des gens qui ont quand même un certain pouvoir. Donc bref. Mais le souci, en fait, c'est excuse-moi si je te coupe, mais ils prennent à chaque fois des enclaves ou des bouts de pays existants, et c'est là où sûrement la limite. Faire autre chose. Et comment? Mais tu peux pas faire autre chose. Tous les territoires. C'est ça. Ou alors il faut les derniers no man's land de la planète. Il y en a presque plus. Il y a eu Liberland, mais ils souffrent. Liberland, c'est un projet symbolique, honnêtement. Ouais, c'est ce que j'ai dit. La vidéo que j'ai fait à l'époque dessus. Je soutiens l'idée, en fait. Je soutiens l'idée, mais après, est-ce que ça... Pour l'instant, la Croatie n'est pas d'accord, et pour le coup, ils peuvent envoyer des mecs avec un flingue. Donc, oui, voilà, et ils le font d'ailleurs, quand tu essaies de settle sur la partie de Liberland, là. Mais c'est ça le souci, en gros, c'est que... Comment dire, toutes les terres disponibles sur... Il faut négocier avec les gouvernements. Ouais, c'est ça. Et non, mais ça, le souci. Je pense qu'à terme, déjà, il y a parmi les projets aujourd'hui qui sont vraiment prêts d'être aboutis, il y a des endroits qui ne sont pas des démocraties. Donc au moins, tu n'as pas le problème que 3 ans plus tard, tu as un autre gouvernement qui est élu qui veut détricoter tout ce que le précédent a fait. Logiquement, tu peux t'attendre à un peu plus de vision à long terme avec ces gouvernements-là. Et je pense qu'à terme, il y aura une cité libre qui va vraiment cartonner. Ça peut prendre des décennies. Hein. Ou alors ce que tu dis dans ton livre sur de l'eau. Oui, alors le système, mais là, on va pas avoir le temps de parler parce que ça serait trop long. Là, il y a encore. Et puis là, c'est trop utopique. Oui. Parce que qui va aller vivre sur l'eau au milieu d'un océan, quoi. Voilà. Enfin, si, il y a des gens qui vivent sur des îles, mais sur un truc flottant comme ça. C'est un peu. Alors, on va parler des États réseaux parce que là, le concept, donc c'est le deuxième concept. Donc là, le premier, c'était les États cités libres. Et le deuxième, donc. Donc les États réseaux, c'est un concept qui a été créé par Balaji Sivrisranan, je sais pas si je prononce bien son nom, qui est un penseur influent sur la Silicon Valley. C'était le CTO de Coinbase.
Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle The Network State. Et lui, alors, il parle d'une approche différente parce que la cité libre, ça part de la Terre, en fait. Et alors que l'État réseau, ça parle du cloud. Et il dit, en fait, aujourd'hui, et j'ai fait l'analyse... Le cloud, pour ceux qui ne sont pas anglophones, de l'Internet. Ah oui, le nuage, quoi, Internet. Nuage, ouais. Parce que, tu vois, j'analyse dans le livre, l'ONU a fait une étude qui montre que les gens qui utilisent Internet tous les jours se sentent plus citoyens du monde que les autres. Et en fait, aujourd'hui, tu as des gens qui se sentent plus proches d'une communauté en ligne que de leurs voisins du même pays. Bien sûr. En fait, et donc, Balaji parle de ce constat et dit, mais en fait, on pourrait commencer par créer une communauté de gens avec des points communs. En ligne, c'est pas très dur à faire. Toi et moi, on est plus proches. Enfin, je suis plus proche de toi que de mon voisin de palier à Panama. Oui, et voilà. Et donc, alors, on appartient plus à quelque chose tous les deux. Du coup, tu me fais aller à l'étape d'après, qui en fait aujourd'hui, la proto-nation réseau la plus développée, ce sont les nomades numériques. En fait, mais là, du coup, on est tous les deux d'origine française, mais on a plus de points communs avec un digital nomade russe, américain, thaïlandais, qu'avec un voisin plombier français, par exemple. Oui. Parce qu'on est expatrié, on a un business sur le web, on a des problématiques similaires et on a vraiment le sentiment d'appartenir à une même communauté. Les digital nomades, c'est facile de vous intégrer. Il y a des événements tout le temps. Ils sont faciles à trouver sur Facebook, sur Discord, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on est entre 35 et 40 millions. Il y en a partout. Puis il y a des hubs qui sont identifiés. Il y a Lisbonne, il y a Chypre, il y a Bali, il y a Chiang Mai, etc., etc. Dubaï, évidemment, Cancun, Panama un petit peu, même si c'est un petit hub. Oui, et puis c'est une autre... là, ça parle moins à la clientèle française, on va dire, c'est souvent des Américains. Quand même, voilà, les Canadiens américains. Voilà. Les Canadiens vont beaucoup au Panama parce que c'est logique. Ouais, voilà. Les Américains, ils y vont moins parce qu'ils ont moins d'incitation, puisque bon, ils continuent à payer leurs impôts aux États-Unis, mais bref. Donc il y a vraiment ça. Donc là, Balaji, il dit c'est pas très compliqué d'envisager de créer une communauté avec quelques dizaines de milliers de personnes, voire quelques centaines de milliers de personnes. Toi et moi, on a une audience de plusieurs centaines de milliers de personnes. Je veux dire, et c'est pas si dur que ça à mettre en place. Donc, on part de ce concept, et en fait, l'idée, c'est que ces communautés en ligne vont se doter d'un État pour les représenter. Et alors, il n'est pas très précis dans le plan d'action. Moi, je donne un plan d'action précis basé sur les digital nomades. Donc, je pense que je vais plus loin que Balaji là-dessus. Je m'appuie sur son idée, puis je vais un peu plus loin dans l'exécution. Et l'idée, c'est qu'on commence par créer d'abord un syndicat en ligne qui va représenter, par exemple, les intérêts digital nomades. On pourrait dire, par exemple, on va aller négocier des meilleurs tarifs chez Airbnb, chez des chaînes d'hôtels, chez des compagnies aériennes, des trucs que les digital nomades utilisent tout le temps. On va aller négocier des bonnes assurances auprès de brokers d'assurance. Quels seraient leurs intérêts à ces sociétés privées de nous donner, juste de nous fidéliser et qu'on utilise plus leur service? Les gars, on représente 40 millions de personnes. Peut-être pas 40 millions, non, parce que tout le monde n'adhérerait pas. Mais admettons 50 000. On représente 50 000 personnes. Oui, 50 000, on cherche une assurance santé. Ah, vous voulez pas? Ok, nous, on est en discussion avec vos concurrents qui sont prêts à nous faire des trucs, comme vous voulez. Ouais, tu vois, mais du coup, par contre, ça serait après, on pourrait opt-in de soi-même dans ce groupe de 50 000, mais sinon, ça voudrait dire que ces 50 000 vont être obligés de suivre cette même assurance, et donc on revient au système français où on a une assurance. Non, pas du tout. C'est juste que si tu le veux, tu auras un prix préférentiel. Ouais, donc il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Si tu as un discount et que nous, on a analysé que c'était un bon rapport qualité-prix, a priori, après, chacun fait son analyse. Non, il n'y aura aucune coercition. C'est justement, c'est la base du volontariat. Mais on aura négocié des bons taux. Tu vois, donc on démarre là-dessus. On peut aussi envisager de pouvoir avoir de pouvoir représenter des membres qui, par exemple, se font fermer des comptes de médias sociaux. Moi, par exemple, je me suis fait fermer mon compte LinkedIn. A priori, je me suis fait pirater mon compte. Le pirate a fait n'importe quoi et ils pensent que c'est moi. Et ils veulent rien entendre. Je peux même pas discuter avec eux. Il y a aucun appel. Bon, c'est typique. Mais tu vois, on peut imaginer un syndicat en ligne qui représente, parce que ça arrive tout le temps pour le digital nomade, qui représente des dizaines de milliers de digital nomades et qui a un peu plus de poids pour négocier avec LinkedIn, avec Facebook, tout ça, qui arrive à avoir des connexions directes avec des gens à l'intérieur et qui disent, écoutez, on a un de nos membres qui s'est fait fermer notre compte, est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un pour voir ce qui est possible de faire? Tu vois, on démarre comme ça. Je suis en train de penser à ça. C'est la folie qu'on soit arrivé dans un monde où il faudrait qu'on soit 40 000 pour pouvoir dire à LinkedIn, débloque-moi mon compte alors que j'ai rien fait de mal. Non, mais c'est ça qui est incroyable. On est dans un monde de fous, en fait. Ils te font une décision, il n'y a aucun appel, tu peux pas discuter, ils en ont rien à foutre et tu peux même pas prouver ton truc. Enfin, je veux dire, what the fuck, quoi. Incroyable. Bon, c'est un autre sujet encore. Ouais, c'est un autre sujet. Et je dis à mes élèves, ne soyez jamais dépendants d'un réseau, ayez votre écosystème, on voit bien pourquoi. Et donc, tu commences par là, et puis au fur et à mesure, et puis après, tu vas aller négocier avec des pays où tu dis, voilà, on a, tu vois, je te dis 50 000 personnes qui viennent, c'est 1 milliard.
Tu dis, voilà, on a 50 000 personnes, ou 5 000, hein, même 5 000, c'est 100 millions, c'est pas rien. Ouais. On a 5 000 personnes qui seraient prêtes à venir chez vous, vous nous proposez quoi? Puis tu mets en compétition le Portugal, la Thaïlande et tout ça. Donc un régime spécial pour cette communauté-là. Alors, par exemple, ça peut être des facilités de visa, ça peut être, vous avez des zones spéciales économiques, on veut pouvoir mettre nos boîtes, mais sans y être physiquement, par exemple, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ou alors, on crée une zone économique spéciale pour nos membres. Et donc, tu commences par ça. Et après, à terme, ça peut prendre des années, des décennies. Hein. À terme, tu vas voir le pays avec lequel tu as les meilleures relations et tu dis, écoutez, on va émettre un passeport, on aimerait que vous reconnaissiez notre passeport à votre frontière. Juste un pays. Vous reconnaissez déjà 190 passeports. Un de plus, un de moins, ça ne va pas changer grand-chose. Vous nous connaissez. Vous connaissez à quel point notre mécanisme de sélection des membres. Voilà. Et là, boum, à partir du moment où tu as un pays qui reconnaît ton passeport, tu as la reconnaissance diplomatique et tu es un État. C'est comme ça que ça marche. Puis après, tu utilises ça comme effet de levier. Ou ça pourrait être même sous un format comme par exemple Jersey, qui a son propre Guernsey, Jersey, qui ont leur propre passeport. Ah, mais je ne savais pas, tu vois. Pourtant, ils sont britanniques. Oui, mais ils ont des passeports de Channel Island. Et donc, ils ont la même force de déplacement qu'un Britannique normal, sauf qu'ils ont un peu moins d'emmerdes. Ah, c'est intéressant, tu vois, je ne savais pas. Et voilà. Et donc, je donne l'exemple dans le livre parce qu'on va me dire, oui, mais Olivier, c'est de la science-fiction, bravo, tu fantasmes, génial. Il y a un super exemple, effectivement. Ouais. Et bien, sachez qu'il y a un proto-État réseau qui existe depuis 800 ans, absolument, qui est né pendant les croisades et qui s'appelle l'Ordre des Chevaliers de Malte. Alors, il y a un nom long, encore plus compliqué, mais bref. À la base, c'était donc un ordre de chevaliers comme les Templiers qui a été créé lors des croisades. Ils ont dirigé Rhodes pendant des années. Ensuite, l'Empire ottoman a conquis Rhodes au début du XVIe siècle. Ils se sont réfugiés à Malte, qu'ils ont dirigé pendant des siècles. Napoléon a conquis Malte sur son chemin vers l'Égypte. C'était son petit 4 heures pendant le voyage. Du coup, ils se sont réfugiés, les chevaliers maltais, en Italie. Aujourd'hui, l'Ordre de Malte a un passeport qui est toujours reconnu par 60 pays. Ils ont un siège d'observateur à l'ONU. Ils ont des ambassades dans différents pays. Il y en a une à Prague que j'ai vu, il y en a une à Cotonou au Bénin. Alors, je ne me demande pas pourquoi là, mais voilà. Ils ont 2 bâtiments en Italie qui sont juridiquement en dehors de l'Italie, comme le Vatican. Incroyable. Incroyable. Ouais. Et donc, on voit ici, alors, bon, à part ces 2 bâtiments, ils n'ont pas de territoire. On peut dire qu'ils n'ont pas vraiment de territoire. On voit ici qu'on a un État avec un passeport reconnu diplomatiquement qui a un siège à l'ONU et qui n'a pas de territoire. Donc, État réseau. C'est possible. Ouais. Et donc, c'est possible. Ça existe déjà, en fait. Ouais. Mais donc là, on pourrait très bien envisager ça à terme. Fantastique. Du coup, ça te donne de belles perspectives sur ce qu'il serait possible demain en termes de gouvernance et sûrement des modèles qui vont être très, très intéressants. Je pense qu'on va vivre un siècle extraordinaire. C'est ce qu'on dit souvent quand on dîne ensemble. On a de la chance de vivre à cette époque. C'est incroyable. Ouais. Et pour conclure, du coup, cette interview, je vous recommande ce livre si vous voulez aller encore plus loin que ce qu'on a pu voir dans ce podcast. Tout est abordé, bien sûr, beaucoup plus en détail, très documenté. C'est ce que j'aime avec Olivier. Alors, c'est pas toujours évident de faire un repas avec Olivier parce qu'il est sceptique. Comment tu dis? Tu es un bon sceptique. Il est un bon sceptique. Donc, ce qui fait que quand on avance quelque chose dans un repas, il faut que ça soit backé. Lui, il back dans son livre en continu. Donc là, vous allez avoir de l'info. Si vous êtes passionné de liberté, d'expatriation, tout est dedans, en fait. Si vous voulez comprendre le monde d'une nouvelle façon, on va dire, c'est un très bon bouquin. Ça fait partie des 10 bouquins que j'ai lus. Donc, je pense que c'est un gage. On devrait mettre un stamp. Julien, juste bouquin. Approuvé par Julien, ouais, c'est ça. Donc, on peut le retrouver où, ce livre? Partout, dans toutes les librairies en francophonie, donc Fnac, Cultura, etc. Tu peux le retrouver sur Amazon. Il est aussi donc disponible en version audible pour ceux qui veulent l'écouter. Kindle, enfin numérique, Kobo, audible et papier aussi. Voilà. Du coup, dans toutes vos bonnes librairies ou bien sur Internet. Exactement. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais mentionner avant qu'on se quitte? Écoute, si vous êtes encore là, c'est que clairement vous êtes motivé. Donc probablement ce dont je partage dans le livre, ça va vous intéresser parce que finalement c'est que des extraits du livre, ce que j'ai dit. Ouais. Et vraiment comprenez que plus vous attendez, plus ça va être difficile de partir. Après, il y a des raisons à nouveau émotionnelles de rester, mais en tout cas, je vous invite à vous plonger un peu là-dedans pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit et puis toutes les disruptions qu'on est en train de vivre. Top. C'est là-dessus qu'on va terminer. Pour ceux qui veulent se former à mes côtés, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. Et puis, on se retrouve soit à l'intérieur d'un des programmes d'accompagnement, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao. Bye bye.